copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui, Sale Temps spécial format interview, parce qu'on aime toujours autant parler de films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, côté intervieweur, ils sont deux, ils sont en forme, ils ont affûté leurs questions. On retrouve Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Super en forme. Non, j'ai pas l'habitude en fait, comme la configuration a changé, que j'ai pas le micro en face. Bon, bah, pardon. Et on retrouve Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et c'est vrai qu'on a un nouveau studio tout neuf avec des canapés, des fauteuils, une table basse. Des canapés. Ce qui justifie en fait de réinviter nos invités en fait. Tout à fait. On va y venir dans un instant. Et puis l'équipe ne serait évidemment pas complète sans notre producteur, réalisateur, monteur de compète. Salut Alain. Salut Clémence. Côté interviewé, ils sont deux aussi et on va finir par croire qu'ils ont un abonnement chez nous puisqu'ils nous avaient déjà rendu visite la saison dernière. Un duo qui sévit depuis 2007 dans le cinéma d'horreur. La dernière fois, ils venaient nous présenter The Deep House. Aujourd'hui, ils vont tout nous dire sur Candy Chat. Bonjour Julien Maury. Bonjour Alexandre Bustillo. Bonjour. Bonjour. Alors, Aïcha... Il a pas l'air très content, les... Je suis très bien sur le nouveau canapé. Ils ont appris qu'ils sévissaient, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ils font chier tout le monde depuis 2007. Il fallait bien que je reformule et pas que je reprenne la même présentation que la fois d'avant. C'était très bien, Clémence. Aïcha Candy Chat, c'est une créature surnaturelle issue d'une légende marocaine. Extrêmement belle, elle possède aussi, selon les versions, des jambes de dromadaire, de chèvre ou même d'âne. Et surtout, Aïcha Candy Chat apparaît la nuit et séduit des hommes seuls avant de les tuer. Dans Candy Chat, le film, vous revisitez cette légende, sauf que cette fois, l'histoire se déroule non pas au Maroc, mais en banlieue parisienne. Ça sort en DVD le 3 novembre, mais on peut d'ores et déjà voir le film depuis cet été en VOD. Alors après le grand classique de la maison hantée avec Deep House, vous attaquez à un autre grand classique, donc cette légende marocaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter cette histoire-là ? Comment est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors c'est moi qui en ai entendu parler le premier entre Julien et moi, entre guillemets, parce que moi j'habite depuis toujours à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie qui est une ville connue pour une très grande cité qui s'appelle le Val-Fouré, où il y a une énorme communauté marocaine, car Aïcha Candy Chat, c'est une créature du folklore marocain. C'est-à-dire qu'en Algérie, en Tunisie, ils ne connaissent pas du tout. C'est pas du tout lié aux autres pays arabes, c'est vraiment spécifique au Maroc. Et moi, depuis toujours... dans ce fameux quartier du Val-Fouré, j'ai jamais habité dans ce quartier évidemment, mais j'ai toujours été par contre plus ou moins intégré dedans entre guillemets, parce que j'avais une nounou, puis après j'ai fait mon lycée là-bas, j'avais plein de potes, etc. Donc énormément de copains marocains. Et là tu viens de passer le bac. Et ma femme, est originaire aussi de ce quartier. Et c'est elle la première qui m'a parlé d'Aïcha Candy Chat, parce que petit, c'était vraiment une légende urbaine que les jeunes d'origine marocaine racontaient aux autres. Et c'est un dialogue qu'on a repris dans le film. Souvent les parents disaient de ne pas aller jouer dans les caves parce qu'il y a Aïcha Candy Chat, c'était juste pour mettre en garde les enfants pour pas aller faire des bêtises dans des endroits un peu dangereux. Donc c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette légende, et après au fur et à mesure en contact avec des amis justement, donc d'origine marocaine essentiellement. Moi je posais toujours un peu la même question aux gens, c'est une question que je pose souvent, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Et à chaque fois les gens d'origine marocaine me racontent, mais c'est Aïcha Candy Chat. Donc on s'est intéressé à cette légende, et un jour j'en ai parlé à Julien en me disant mais c'est incroyable quand même cette créature du folklore marocain qui est très très vivace dans les cités, de ne pas en faire un film finalement, parce que c'est nous avec Julien on adore les histoires liées au folklore français. C'est ce qu'on essaye de faire plus ou moins à travers certains films comme Livide par exemple, mais là on trouvait que c'était intéressant justement de ramener une légende typiquement nord-africaine dans un contexte français très très réaliste, sans artifice, c'est-à-dire on l'a pas rentré au forceps dans les banlieues cette légende, parce qu'elle est très vivace dans les banlieues encore. Et c'est marrant parce qu'on a tourné le film donc en Belgique, où il y a énormément aussi d'une très très grosse communauté marocaine. Et à chaque fois avec Julien on faisait le test, dès qu'on croisait quelqu'un d'origine marocaine on lui demandait mais de n'importe quel âge, hein, qu'est-ce qui te fait le plus peur ?
Mais de 7 à 77 ans, la réponse est toujours la même, c'est Aïcha Kendisha. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que nous est venue l'idée de construire cette histoire et ce film autour de cette légende. Julien, tu veux peut-être rajouter un truc ? Sinon... Bah, en fait, non, moi, quand Alex m'en a parlé, moi, ça m'a tout de suite interpellé parce qu'en fait, dans cette créature, il y a un côté très universel, en fait. C'est-à-dire que en s'intéressant à la légende, on a commencé à retrouver évidemment plein de choses que tu retrouves dans des croyances et dans des cultures d'autres pays, et donc qui se répondent comme ça. Donc il y a de la sirène, il y a de la succube, il y a de la dame blanche, et donc du coup je me suis dit ouais en fait c'est hyper intéressant parce que on peut ramener un espèce comme ça de démon antédiluvien dans un contexte très très moderne. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, mais ouais, il y a quelque chose à faire, il y a vraiment une idée à creuser, quoi. Qu'est-ce qui vient vraiment de la légende et qu'est-ce qui vient de vous, en fait ? Parce que vous avez dû retravailler, en fait, cette mythologie-là, en fait, et je me demandais ce qui était vraiment issu de la légende. J'imagine que tout le rapport au portugais, par exemple, bien tout sûr, ça, c'est... Alors, Aïcha Kendisha a vraiment existé. Donc, elle a été... donc, quand le Maroc était sous l'occupation portugaise, c'était une résistante. Mm-hmm. C'est-à-dire c'était une femme très très belle, évidemment, qui avait pour habitude donc de séduire des soldats portugais, de les emmener dans des coins un peu, tu vois, dans des ruelles un peu sombres, où en fait elle était toujours, elle, avec une escorte de mecs armés, et donc qui se chargeaient de tuer les soldats qu'elle charmait. Et donc c'est une femme après qui a été donc attrapée par les Portugais, torturée, son mari a été tué devant ses yeux, torturée pendant 7 jours, etc. Et c'est devenu une sorte de martyr en fait. Puis après, une sorte de légende urbaine, où il y a très peu finalement de choses, hein. On retrouve très très peu de choses, à part, comme tu disais Clémence en préambule, sur son aspect qui peut changer un peu de région en région. Ça dépend dans quelle région du Maroc t'es, mais ils ont tous plus ou moins, tu vois, des descriptions différentes du personnage. C'est un personnage qui vit généralement près de la mer, vraiment, mais pas dans les terres. Ou des cours d'eau. Voilà, près des cours d'eau. Et c'est plus ou moins ce qu'on sait, tu vois, Julien. C'est comme disait Julien, c'est aussi un peu l'équivalent de la Dame Blanche, quoi. La légende raconte qu'elle charme les hommes et qu'elle les pousse à la folie ou au suicide ou qu'elle les tue. Mmh. Et donc nous, autour de ça, on a brodé un peu notre propre mythologie. C'est-à-dire comme on l'avait fait un peu sur les vides finalement avec les vampires. Tu vois, on s'approprie un truc et après on rapporte notre touch. En fait, elle est devenue, en fait quelque part une fonction, c'est-à-dire c'est la fonction du croque-mitaine, comme le disait Alexandre tout à l'heure, le côté, tu vas raconter aux enfants, tu vois, attention, il y a une menace qui peut peser sur toi si tu te comportes pas bien, etc. Mm-hmm. Donc le propre de la légende urbaine, quoi. Alors là, dans votre film, pour le coup, elle est pas croque-mitaine dans le sens où elle va être invoquée. On va lui demander de venir, elle apparaît pas de manière spontanée. C'est vrai. Oui, bien sûr. En fait, c'était ça faisait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette envie de ramener cette légende dans cet univers où on s'attend pas à voir ça, en fait, à avoir une croyance millénaire comme ça. Et donc là, oui, elle est invoquée dans un but bien précis aussi, et donc qui est donc l'aspect vengeresse de cette créature aussi, quoi. Moi j'aurais bien aimé parler d'un truc en fait avant peut-être qu'on rentre dans le détail du film en fait en soi, c'est que justement avec un sujet comme ça, comment est-ce qu'on le vend en France en fait, si tu veux, là je sais que vous avez bossé avec Guillaume Le Mans, avec Esprit Frappeur et tout, mais comment en fait on arrive à convaincre les gens, déjà c'est un vrai film fantastique, ce qui est un peu plus trop le cas des films de genre français, avec les deux autres qui sont sortis cette année comme La Nuée ou Titane, c'est discutable, hein, à mon sens. Là c'est pas discutable, c'est un film fantastique. Et du coup comment est-ce que en fait vous arrivez à convaincre les gens de financer un film comme ça, de se dire ok, en fait c'est un sujet qui est pas connu, c'est un folklore qui est pas connu, on n'a pas l'habitude de faire forcément ce genre de film en France. Est-ce que vous avez de la résistance en fait à ce moment-là sur un sujet comme ça? Est-ce qu'on vous demande de préciser des choses? Est-ce qu'en fait on vous dit bah d'accord, mais vous le faites sous ce type de film, La réponse peut être très longue parce que toute ta réponse a découlé le processus de création du film, c'est-à-dire que nous on a écrit une première version, que pour nous, comme on le fait souvent avec Julien, c'est-à-dire on n'attend jamais d'être signé ou même d'intéresser un producteur, c'est-à-dire on écrit toujours quasiment tous les jours en fait, et parce qu'on aime ça,
tout simplement, et parce qu'on sait que personne viendra, ou très rarement, du moins en France, nous proposer des scénarios déjà écrits sur des sujets qui nous plaisent vraiment, donc on alimente notre propre machine. Donc c'est pour ça qu'on a des tiroirs de scénarios qui seront sûrement jamais tournés. Et Candy Chat en a fait partie, c'est-à-dire en fait avec Julien, donc on l'avait écrit sous le coude, quoi, je disais, parce qu'on aime tellement le truc, on va le développer. Et un jour, en fait, on était avec Alexandre Aja à la Fémis pour une sorte de masterclass, bref. Et en sortant, Aja nous dit les gars, je viens de lire un scénar qu'on me propose, je vais pas le faire parce que je peux pas, mais ça pourrait vous plaire, ça s'appelle Dans la brume, c'est bien écrit et tout, je vous l'envoie. Donc Alex nous envoie le script de Dans la brume. Effectivement, on le lit, on dit ce qui nous surprend surtout, c'est que c'était très bien écrit, un peu à l'américaine. Tu dis putain, enfin un truc intéressant en France. Et donc on voit c'est Guillaume Le Mans, qu'on ne connaissait pas du tout, qui est donc le scénariste essentiellement à l'époque de Fred Cavaillé, des films qu'on aime beaucoup, parce qu'on aime beaucoup le cinéma de Cavaillé. Et on se dit ça serait cool de le rencontrer, Guillaume, en fait, parce qu'on se connaît pas. Et puis Dans la brume, on a trouvé ça cool, même si on n'avait pas l'intention de le faire. Donc je crois que c'est toi, Jules, qui l'a contacté genre sur Facebook, quoi. Excuse-moi, pourquoi vous aviez pas l'intention de le faire en fait Dans la brume ? Parce que on nous l'a pas proposé. Ouais, c'est pas ça. Tout simplement, vous l'aurez proposé, vous auriez. Je sais pas. Non, c'est vrai ? Pourquoi pas ? Ouais, mais honnêtement, je sais pas, Julien. Peut-être. Mais en tout cas, nous, on ne partait pas dans la démarche de se dire on va rencontrer Le Mans pour essayer de se vendre pour faire Dans la brume. Surtout qu'à l'époque, il y avait déjà un réal en plus. Donc on rencontre Guillaume. Et vraiment genre on va boire un verre, quoi, vraiment une rencontre totalement informelle, juste pour se connaître. On lui dit nous, Aja, il nous a passé ton scénar, on trouve ça génial qu'il y ait des scénaristes en France de ta trempe, parce que c'est assez rare. Et donc Guillaume, il a notre âge, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Et en sortant, il nous parle de tous ses projets, parce qu'il est très prolifique, Guillaume. Donc il nous parle évidemment de Dans la brume, qui à l'époque rentre en prépa. Et il nous dit, vous écrivez quoi ? Vous avez des trucs à me faire lire ? Ça m'intéresse parce que je monte ma boîte Esprit Frappeur. Donc il commençait à se lancer dans la prod. Et donc on lui dit, écoute, nous on vient de finir un scénario, là, ça s'appelle Candy Chat. Et donc on lui fait lire. Et 2 jours après, il nous rappelle pour dire, mortel, je le prends. Donc on n'a absolument pas du tout bataillé, en fait. C'était vraiment un gros coup de chance. Parce qu'il a adoré le concept avec sa partenaire, donc, qui s'appelle Delphine Clos, qui est l'autre productrice associée d'Esprit Frappeur. L'ont lu tous les deux et on adorait le concept. Mais quand tu as quelqu'un comme Guillaume Le Mans qui se met à produire ton scénario, est-ce que lui, il te fait réécrire ? Est-ce il y avait des demandes spécifiques sur ce que vous aviez écrit ? Vous n'êtes pas parti, j'imagine, avec le scénario tel que vous l'aviez posé, non ? Non. Non, bien sûr. En fait, non, bien sûr. Il y a eu une grosse phase de réécriture, de travail ensemble. En fait, justement, ça rejoint ce que tu disais, Steph, c'est-à-dire que on s'est beaucoup posé la question de comment présenter les choses, de comment amener le fantastique, est-ce qu'on le fait de manière frontale, est-ce que c'est plus insidieux, etc. Et en fait, on a énormément réfléchi et fait des versions différentes. C'est-à-dire que le scénar est parti dans plein de directions. Et en fait, parce qu'avec Alexandre, on avait une envie très forte, mais on est aussi toujours à l'écoute de nos producteurs, évidemment. Et donc, et eux avaient des envies aussi. Donc, on a essayé d'intégrer leurs idées, d'intégrer leurs envies de producteurs, puisque c'était leur premier film vraiment 100% Esprit Frappeur. C'était quoi leurs envies spécifiquement ? C'est intéressant, vu les questions que j'ai à vous poser ensuite, ça m'intéresse. En fait, ça a vraiment beaucoup bougé. C'est-à-dire que Guillaume et Delphine, c'est parti d'un moment de est-ce qu'on rattache ça au vaudou, est-ce que à des croyances, est-ce qu'on fait quelque chose d'encore plus fantastique, donc avec on va vers les fantômes, est-ce que on va, est-ce qu'il y a d'autres apparitions fantastiques, ou est-ce qu'on se concentre juste sur Candy Chat ? Enfin, on a eu des versions vraiment très différentes, quoi. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros parce qu'à chaque fois, en fait, que vous aviez un truc comme ça, vous partiez réécrire, quoi.
Ouais. Parce que comme je te dis, nous, tu vois, on travaille main dans la main avec nos producteurs, tu vois, on n'est pas du tout buté à dire mais c'est ça ou rien, surtout dans ce contexte-là, comme tu dis, d'un film fantastique de créatures en France, où tu dis putain mais c'est inespéré, parce qu'en fait là ce qu'a raconté Alexandre, c'est juste, ça nous est jamais arrivé en fait. C'est-à-dire que d'habitude on se prend plutôt des murs et on nous dit mais les gars non, le public français ne veut pas ce genre de choses, pas si c'est français, etc. Donc là c'était vraiment très atypique, et donc vu que c'était déjà une porte ouverte incroyable pour nous, on était encore plus ouvert que d'habitude. Tu vois, on s'est dit ok, travaillons vraiment de concert. Et ce qui est amusant, c'est que ça a fait en fait une espèce de on est parti dans des extrêmes, et pour finalement revenir à quelque chose qui était pas si éloigné des premières versions en fait qu'on avait écrites nous sans Guillaume et Delphine. Alors, tu parles beaucoup du fantastique, mais en ce qui concerne les personnages spécifiquement, parce que Guillaume Léman, nous on l'a reçu plusieurs fois, on l'a interviewé plusieurs fois et tout. C'est quand même quelqu'un qui est très très attaché sur l'écriture des personnages, sur la question de l'empathie du spectateur, ce genre d'enjeu. Et vous, en fait, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est arrivé sur le tapis quand il vous a demandé de travailler en fait sur votre script? Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, la première version du scénar, nous, qu'on a fait lire à Guillaume, était donc il y avait toujours ce personnage principal féminin, donc qui est joué par Mathilde Lamus, mais elle était assez différente. C'est-à-dire qu'on s'engageait sur des terrains un peu touchy, c'est-à-dire qu'elle était convertie à l'islam, voilée, comme plein de jeunes gamines de son âge, mais elle le faisait par amour pour un mec et tout, donc on voulait développer un peu ça, et après donc c'est quelque chose qu'on a mis de côté parce que aujourd'hui c'est un peu touchy, tu vois, si tu fais pas un film vraiment social, de faire un vrai film fantastique. On a fait comprendre que les gars, non, si vous voulez vraiment faire un film social qui parle de sujets aussi touchy aujourd'hui que le voile par exemple, le mettez pas au milieu d'un film de créatures, alors que nous ça nous posait dans l'absolu aucun problème, on trouvait ça même plutôt cool. Même si avec Julien, on n'a aucune velléité politique, tu vois, c'était vraiment parce que le personnage, justement, je trouve, se détachait par rapport aux... Elle faisait ça par amour. Ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Mais, moi, j'ai une question. Et pas parfois. Et donc, voilà. Et après, donc, le scénario était un peu plus complexe, en fait, au début. Et en fait, Guillaume, lui, s'en cachait pas. C'est-à-dire qu'il voulait ramener le film dans un giron beaucoup plus populaire, pop, et à l'américaine. C'est-à-dire que... revenir sur ce qui nous allait aussi, mais c'était une autre vision du film. Après, comme disait Julien, nous, c'est soit on s'accorde et on trouve des terrains d'entente avec nos producteurs, soit on reste chez nous et on attend et on travaille pas. Donc on préfère, évidemment, si on se fait pas violer, s'accorder avec un producteur quand le mec a une vision aussi précise et des demandes précises et qu'on dit bon d'accord, c'est pas forcément ce qu'on voulait faire au début, mais on aime aussi cette direction, donc travaillons dans cette direction. Donc le film est devenu beaucoup plus léger que ce qui ne l'était au début. C'est-à-dire qu'au début, même dans la première version du script, ça commençait comme ça commence. Ils invoquaient Kandisha, etc. Il y avait des morts, mais c'était même pas Kandisha, en fait, à la fin, qui tuait les gens. C'était un autre fantôme. En fait, Kandisha n'existait pas, vraiment. Ça restait une légende urbaine, mais leur invocation avait marché. Et avait invoqué le fantôme d'une jeune fille assassinée par ses frères dans la cité. Mais même ça, c'était aussi un peu touchy, parce que le rapport aux fraternités, aux sororités, etc., dans les cités, le rapport des grands frères qui peuvent être... violent par rapport à... On le sent, cette lourdeur, moi, je trouve, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes obligé de vous dédouaner en permanence sur les a priori. C'était tu vois, c'était cette envie de ce qui a plu, je pense à Guillaume, c'était le contexte à la fois original de faire un film en cité, mais vraiment vraie cité. Mais sans tomber, tu vois, dans certains pièges inhérents à ce genre de contexte, où tu vois qu'ils peuvent très vite nous dépasser, en fait, même si... tu vois, nous, on n'avait pas du tout, en tout cas, l'intention de délivrer un message politique ou, tu vois, de faire un truc social. On faisait pas les misérables. Mais dans les gens qui ont vu le film, il y a des gens qui vous l'ont reproché aussi. C'est-à-dire... Oui, il y a des gens qui vous ont dit pourquoi est-ce que forcément le comédien, au départ, le tout premier qui se fait tuer, et donc qui va essayer d'attaquer l'héroïne principale, qui fume, qui boit, qui l'agresse, vous avez choisi un comédien arabe, pourquoi vous n'avez pas pris un blanc pour le jouer? En fait, est-ce que ça véhicule pas justement des clichés question, en fait. Mais pour nous, c'est même pas un problème. Tu vois ce que je veux dire, Clément? C'est Oui, mais c'est un cliché, ça véhicule un certain cliché. Ouais, des blancs qui boivent, j'en connais autant que des rebeux.
En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que veut dire Clément, c'est que c'est les retours en fait sur Allociné ou les trucs comme ça. Carrément, où, en fait, on lit t'as pas les mal, retours d'Allociné déjà. Ah, je peux dire, il y a un site, non mais on y va même pas quoi. Non, mais en plus, franchement, parce que je l'avais jamais entendu. Donc, non, mais ça, c'est une critique que j'ai vu revenir quelques fois, et effectivement, je me mets à la place d'une personne maghrébine et être dépeinte de cette manière-là, négative, c'est pas agréable, et c'est vrai que mais il y a aussi des rebeux qui sont des héros dans le film, tu vois, donc du coup. Et puis il est pas si. Et qui sont victimes et tout, enfin, tu vois, c'est vachement. Mais au contraire, je trouve que, moi, j'ai plutôt senti l'inverse, c'est-à-dire que je sentais que vous étiez en train d'appuyer il y avait un petit néon non raciste quoi. Vous faites des blagues sur c'est pas parce que je suis black que je danse, c'est pas parce que je suis rebeu que je vole. Enfin, elles arrêtent pas de s'envoyer des tanches comme ça, les héroïnes. Donc là, vraiment, je pense, moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une volonté d'appuyer le fait que non, vous serez pas dans les clichés, dans les machins comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est marrant ce retour. Mais et en plus, pour revenir à ce personnage, Clémence, on a essayé justement de pas en faire juste une racaille, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il boit de la 8-6, il est sous quand il agresse son ancienne petite copine. On sent que c'est quelqu'un qui est agressif sous l'effet de l'alcool, mais avec cet acteur qui est un total débutant qu'on a rencontré quasiment dans la rue, qui était super, on a justement essayé de travailler l'empathie sur le très court temps qu'il avait à l'écran, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait sa merde et on le voit malheureux après, il sait qu'il a fait de la merde très vite, tu sais, donc on voulait pas non plus que ce soit juste un mec qui met des coups de pression et qui tape des meufs, mais un mec comme peuvent l'être plein de gens, c'est-à-dire il dérape à un moment parce qu'il est bourré et après il se rend compte qu'il a fait de la grosse merde et il va payer le prix fort. Mais en tout cas, c'était notre volonté, nous, c'était justement de pas tomber dans le cliché Kaira 100%. Mais tu vois, je trouve ça encore peut-être à la rigueur. Cette question me sidère. Alors, tu vois, vraiment, c'est pas toi, hein, mais qu'on puisse nous reprocher ça. Comment il fait attention. Non, mais bien sûr, Clémence. Non, ce que je veux dire, que des mecs disent le premier mort, c'est un rebeu. Mec, déjà, la majorité de la bande du film, c'est des rebeux et des blacks, donc il y a forcément des rebeux et des blacks qui vont mourir. Donc tu vois, et puis alors, ça peut être perçu aussi à l'inverse, c'est-à-dire faire mourir en premier le blanc, ça fait à côté, les mecs ils sont calculés parce qu'on va pas faire mourir le rebeu, etc. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on te le reprocherait d'une manière ou d'une autre. Voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en parle là sur le podcast aussi, parce que ces retours existent déjà en fait, si tu veux. C'est-à-dire comme nous on arrive un peu après la sortie VOD, etc. C'est marrant tu vois, et on se demandait si vous les aviez vus aussi quoi. Tu vois, non, ça, moi personnellement je regarde pas les retours d'internet, on fout. Oui, il y en a, on en a eu, tu vois, mais c'était pas sur ce thème-là en fait. Moi j'ai vu des trucs assez malheureusement, tristement représentatif de l'époque, c'est-à-dire genre on nous a accusés de réappropriation culturelle, ce genre de choses quoi. Donc mais ça malheureusement, comme on l'entend beaucoup, tu vois, je me suis dit voilà, c'est dans l'air du temps, et tu vois, et on peut plus se mettre des tresses si on n'est pas black, et on peut plus parler de choses qu'on ne connaît pas. On peut plus rien dire, c'est ce que tu veux dire en gros, Julien. Exactement. Écoute, non, mais je veux dire, tu vois, sans aller jusque là, puisque ça n'a aucun sens de dire on peut plus rien dire. Non, mais bien sûr. Mais je trouve ça en fait un peu triste, c'est-à-dire que je me dis, tu vois, se faire attaquer là-dessus, se dire mais vous êtes pas rebeu, donc vous prenez une légende marocaine, et Ceci dit, les gars, la réappropriation culturelle sur Candyman, vous auriez pu faire attention quoi. C'est une question alors c'est une question. Non, blague à part, en fait, vous avez forcément pensé à Candyman. C'est intéressant parce que t'as parlé en fait d'où ça vient pour toi, ce que tu connais en fait de Kandisha, de comment t'as connu la légende, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes le film, je veux dire, vous le citez ouvertement. Bien sûr. Donné, vous dites, vous faites la scène où elle se regarde dans le miroir et elle dit le nom 5 fois. Mais du coup, automatiquement, c'est pour ça aussi que je vous posais la question sur comment, en fait, c'est ce que les producteurs ou les financiers, tout simplement, peuvent percevoir ce type de film. Est-ce que vous leur dites, c'est un peu notre version de Candyman, par exemple, tu vois. On le vendait un peu comme ça, tu vois. On le résumait, alors attention, faut s'accrocher, on le résumait entre un crossover, entre Candyman et Bande de filles, tu vois, de Céline Sciamma. Donc, tu vois, qui est un très très bon film de cité, au passage. Moi, j'aime beaucoup ce film, mais... Donc voilà, on l'a vendu un peu comme ça. Okay. Et évidemment, Candyman, Kandisha, déjà rien que le nom, t'es battu. Mais et on a été en pleine conscience, tu vois, de l'héritage de Candyman. Mais ça, ce qui nous a juste fait chier, c'est putain, quand on partait en production, on voyait juste que le remake était annoncé. Non, mais c'est incroyable. Tu vois, il n'y a pas eu de film comme ça depuis 20 ans. Il y en a pas eu. C'est exactement ça. Non, mais les gars, c'est quand on arrive qu'ils font un remake. Ouais. Pourquoi des meufs, justement, alors ? Parce qu'on est des mecs.
Moi, j'ai vu un peu de The Craft aussi, hein, le côté. Le dernier, hein, Moi, j'aime bien The Craft. J'aime bien Le The remake, Craft aussi. Ouais, mais toi, ça m'étonne pas. Moi, j'ai pas vu le remake. Moi, The Craft, c'est vrai que c'est un peu notre enfance, mais non, c'est nul, The Craft. Enfin, je sais pas, on a jamais évoqué Je The l'ai pas Craft. revu depuis l'époque. Non, c'est vrai qu'on Non, a mais c'est jamais quoi? C'est parlé. pour l'invocation. Oui, entre copines. Ouais, Oui, ouais, c'est ce et puis, côté-là. de toute façon, Candy Chan ne tue que des hommes. Et Ah donc, c'est important aussi, mine de rien, parce que généralement, c'est plutôt rare les tueurs dans les slashers, parce que nous, on considère que le film est un vrai slasher, ne tue que les hommes ou que les femmes, bref. Et pourquoi des filles? Parce que justement, on voulait ce côté bande de filles, mais justement pour essayer d'aller à contre-courant aussi des films de cité où c'est souvent des bandes de mecs, un peu comme La Haine, comme même Ma Cité va craquer, même comme Les Misérables récemment, ou Chétan, où les filles sont un peu minoritaires malgré Léla Bekti, mais nous on voulait justement faire une bande de filles en fait, on trouvait ça super. Une bande de graffeuses qui défoncent des trains, une bande de petites meufs qui vivent leur vie dans la cité. On trouvait ça super cool. Puis avec Julien, on a tendance aussi à préférer filmer des héroïnes que des héros. Dans nos films, c'est plutôt toujours des filles qu'on met en avant, mais donc ça nous paraissait évident en tout cas, tu vois. On s'est jamais posé la question de se dire attends, on ferait pas avec 3 mecs plutôt, non. Et alors juste en fait pour terminer un peu sur la fabrication du film en termes de enfin c'est un budget de combien ça en fait un truc comme Candy Chan 2,6 parce qu'il y a personne de connu dedans on disait vraiment en fait sur le c'est un French Fryer hein, c'est le budget de La Nuée de tous les French Fryer. Mais La Nuée ça semble presque en fait si tu veux dans le contexte du cinéma français j'entends de genre quoi, c'est presque plus. Enfin, t'as l'impression que c'est normal en fait qu'un film comme ça se produise parce que fondamentalement c'est un film de paysans avec comment dire, enfin de paysans vu de loin, mais je veux dire avec 3 trucs fantastiques. Alors que là en fait les money shots c'est Candy Chan quoi. Ce que je veux dire c'est que c'est la créature, c'est les scènes de meurtre. Bah ouais. Donc souvent on a tendance à penser que les budgets sont pas forcément, tu vois. C'est difficile à vendre en fait, moi je pense un film comme ça. D'ailleurs, l'idée c'était quand même que ça sorte en salle en fait à la base, et puis c'était une vraie sortie en fait. Donc. Bah ouais, en fait, le truc c'est que on a joué de malchance évidemment comme tout le monde avec la pandémie, mais quand on a eu le financement, tout le monde y croyait très fort. C'est-à-dire que ce soit Canal+, que ce soit SND, tout le monde était vraiment derrière le film en se disant il y a vraiment quelque chose à faire en salle et ramener un public aussi de jeunes, d'ados et tout dans les salles pour voir un film français. C'était le défi, c'était de se dire tu vois, faisons un truc vraiment très c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de précédent en fait, je trouve, sur ce type de film. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire quand t'as Grave qui sort, Grave, c'est encore une fois, c'est pas un film fantastique. Non, quoi. non, bien sûr. C'est surtout pas un film à destination des mômes de cité, quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est que... à destination des universitaires, voilà. Non mais c'est clair, non mais c'est vrai. Enfin moi je trouve quoi, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, c'est pas du tout. Non mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que nous il était entre guillemets marketé comme ça, c'est-à-dire que et nous ça nous allait très bien parce qu'on était nous aussi persuadés, on adorait voilà cette histoire et comme c'est une histoire clairement de jeunes, tu vois, on s'est dit ouais ok, il y a un chouette défi et c'est super quoi, allons-y. Et le problème c'est que voilà la pandémie est arrivée, enfin il y a eu et d'un coup un espèce de désamour hein, tu vois vis-à-vis du film, de dire tu vois qu'est-ce qu'on fait, tu vois nos distributeurs ont dit non mais on prend plus le risque, tu vois plus rien sort en salle, de toute façon personne n'ira, enfin tu vois il y a eu une espèce de souffler et retomber très très vite quoi. Et donc du coup le film a eu plusieurs tentative d'existence quoi. Il a été Netflix voulait l'acheter, ils étaient très intéressés, ils avaient adoré le film et ils le voulaient, mais ils pouvaient pas à ce moment-là pour des histoires de droits, de coproduction, bref, ils pouvaient pas, ils étaient en deal avec d'autres sociétés, ils pouvaient pas l'acheter sur le moment, et donc SND voulait le sortir rapidement, donc du coup la solution de la VOD est arrivée en fait naturellement quoi, de se dire ok on fait une sortie VOD. Et vous avez votre mot à dire là-dessus? Oui. Enfin, on peut toujours dire des mots. Oui. Mais est-ce qu'on nous écoute? Non, on a. C'est plus notre sort. Non, on se fait entendre hein, toujours. Tu vois, nous avec Julien, on dit toujours ce qu'on pense, poliment, gentiment, mais non, comme dit Juju, la vraie porte de sortie aurait été Netflix.
Mais en fait, oui, la pandémie nous a torpillés parce qu'il faut savoir quand on tournait The Deep House, on finissait la post-prod en parallèle de Candy Shah. Donc il y a même une journée, par exemple, de tournage où moi j'étais sur le tournage de The Deep House et Julien repartait à Paris étalonné. Donc tu vois, tellement on pouvait à un moment... et le soir, généralement sur Deep House, on tournait le soir. Notre compositeur était belge. Sur Candy Shah, on allait bosser chez lui. Après notre journée de tournage sur Deep House, donc on avait des journées de bâtard. Et en fait, quand le premier confinement est arrivé, il nous restait 1 jour de mixage et d'étalonnage sur Candy Shah. Et le film devait sortir dans la foulée, en salle. Donc évidemment, tout a été torpillé. Après, le film a été reprogrammé en novembre 2020, à l'arrivée du 2e confinement. Et c'est là, effectivement, comme disait Jules, que le M6, SND a dit, ils avaient déjà bloqué Kaamelott sans date. Et donc nous, évidemment, on n'était pas la tête de gondole de SND. On était un petit film d'horreur qui kiffait, tu vois, mais ils ont tout bloqué. Et donc on s'est retrouvé après, expédié en VOD, mais bon, shit happens. Après le film existe, il sort et il sera vu par ceux qui veulent le voir. Pour nous, c'est quoi les retours que vous avez eu en premier lieu sur justement la sortie VOD, parce que de l'extérieur, balancer ça en été en VOD, ça fait un peu... En fait, ce qui est vraiment frustrant, c'est que nous, ce qu'on voulait éviter, c'était la VOD. Parce qu'un film qui sort en VOD, à peu près 1 minute 30 après, il est sur le net, tu vois, en téléchargement libre. Et là, c'était encore pire que tout. C'est-à-dire que 10 minutes après, il était sur YouTube en intégralité, tu vois. Donc là, on a fait, putain, mais sur YouTube, et il a fait 1 milliard de vues. Et il a fait... non, mais tu vois, et tu dis, mais c'est typiquement un film qui s'adresse à des gens qui téléchargent aussi, tu vois, qui sont les jeunes, qui ont pas, tu vois, et donc et tu te dis, mais enfin moi je reste intimement convaincu, et j'en reparlais il y a pas très longtemps avec un distributeur, tu vois, que c'était un film qui pouvait marcher en salle, qui pouvait trouver son public, parce que c'est une marque qui existe, qui est forte et qui existe dans les quartiers et que tout le monde sait ce que c'est, tu vois, Aïcha Candy Shah, pardon. Donc du coup moi ça reste, tu vois, une frustration, parce que effectivement, comme disait Alexandre, après le meilleur plan B, ça aurait été Netflix. Et parce que là, en fait, c'était le pire, c'est-à-dire que là, il a été téléchargé à mort, mais vraiment à mort. Et du coup, je sais pas, j'ai pas les chiffres VOD, mais qui achète vraiment de la VOD? Tu vois, d'en avoir. Ce public-là, en tout cas, c'est un public familial, je pense, et tout, voilà, c'est clair. Exactement. Ça semble évident, bien sûr. Et du coup, voilà, et le fait qu'ils sortent. Mais du coup, vous avez 0 retour là-dessus encore, quoi. C'est-à-dire, le distributeur vous a rien de. Ah bah nous, faut qu'on le demande. Enfin, faut qu'on fasse remonter. Sinon, ils vont pas nous. Je sais pas, on sait jamais. Alors, pour revenir au contenu du film et au personnage d'Aïcha Candy Shah, on raconte qu'elle est très belle, qu'elle est extrêmement belle. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dès qu'on se renseigne un petit peu sur elle. Et alors, j'ai trouvé ça étonnant parce que vous ne montrez pas son visage, elle est cachée derrière un voile. On voit juste ses yeux. Pourquoi ce parti pris ? On la voit après. Elle se dévoile plus ou moins elle est moins dans belle, le hammam. C'était juste en termes de production design, en fait, de character design. Tu vois, on a évidemment beaucoup travaillé ses costumes. Et justement, alors le voile, c'était aussi un peu touchy, évidemment. On y retourne à cette première constatation qui est quelque chose de religieux. Donc, tu peux pas non plus faire un peu ce que tu veux. Mais nous, on y tenait. Vous l'avez rendu translucide, en fait. Ça atténue le truc, quoi. Exactement, Julien. C'est-à-dire que, tu vois, au lieu de le rendre opaque façon burqa intégrale, parce qu'au début, c'était ça. Et nous, on la voulait vraiment en mode... extrême, quoi. Vous cherchiez un peu la merde. On cherchait un peu la merde, mais en même temps, tu vois, je pense que c'est une figure très forte, symboliquement, tu vois, ça fait très peur quand même, tu vois, les femmes en burqa intégral, tu vois, avec les yeux, c'est quand même une image de fantastique, presque, enfin, pour nous. Ouais, c'était un des premiers trucs aussi, nous, qui nous séduisait, c'est qu'on se disait, putain, mais en fait, t'imagines au milieu d'autres femmes qui portent un voile intégral. Bon, bah voilà, tu fais pas forcément attention, mais en fait, d'un coup, tu vois des sabots de bouc qui dépassent, tu fais putain, mais il y a quoi en dessous, quoi, c'est quoi, tu vois, et donc c'était, parce que du coup, elle a des représentations comme ça, tu vois, et donc ça, c'était un truc qui nous intéressait aussi, et c'est vrai qu'on est parti plus vers un voile genre Reine de Saba. Pour la version jolie, mais c'est vrai que au tout début du film, quand on la voit dans le couloir, par exemple, elle est en burqa intégrale noire. Là, on la voulait vraiment fantôme. Mais c'est de loin, de loin, et voilà. Mais c'était vraiment pour lui donner un aspect un peu encore plus mystérieux, parce que nous on trouve ça super joli en fait, tu vois, donc on s'est fait chier
à poser chaque truc. Tu vois, vraiment, c'était du vrai caractère design pour que c'est quelque chose un peu cinématographique et pas juste avoir une belle fille, tu vois, lambda. On voulait qu'elle garde une part de mystère un peu, et surtout que notre actrice Mariam Serroli avait des yeux vraiment magnifiques, donc qu'on voulait vraiment mettre en exergue, tu vois, avec ce voile qui les magnifie en fait, ses yeux, même si après on les a truqués sur certains plans, mais c'était une volonté vraiment purement artistique en tout cas. Alors puisqu'on est sur la créature, hein, j'ai quand même quelques questions sur... alors vous le dites techniquement dans le scénar, qu'elle change de forme, qu'elle peut prendre plusieurs formes et tout, mais en fait vous en jouez pas trop, je trouve, en fait, de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de comment elle apparaît. C'est-à-dire, pour moi, je suis étonné, si tu veux, que d'un seul coup c'est ce géant, d'un seul coup c'est tu vois, ce voile, d'un seul... et en gros, si tu veux, pourquoi, comment, tu vois, et juste, si tu veux, alors, et j'ai même pas l'impression qu'il y a... ça, si, c'est-à-dire que la forme géante, elle apparaît plus vers la fin, on va dire. Ouais, il y a une vraie évolution. Mais disons que en fait, c'est pas un truc qui enfin, j'ai envie de dire que en fait, le film est clairement fantastique, et ça, c'est plutôt cool, c'est ce que j'aime dans le film, quoi. Mais en fait, les règles du fantastique, je les trouve assez light, en fait, si tu veux, et je vous ai trouvé assez, comment dire. En fait, le truc qu'on veut dire, diffus, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus avec Steph, et c'est vraiment un des griefs en fait sur lesquels on voulait vous entendre, c'est que pour que ce soit ludique, dans n'importe quel jeu, il faut qu'on comprenne les règles pour pouvoir jouer avec vous. Or là, c'est vrai que les règles ne nous sont pas apparues clairement. Et c'est vrai qu'en particulier sur le traitement en fait, de la créature, où nous, ni l'un ni l'autre, on a trop compris. Et j'ajouterai en corollaire là-dessus, vous parliez de cette scène justement dans le couloir, que j'ai trouvé très bizarre, en fait, très curieuse, parce que alors c'était peut-être votre but, et je voudrais vous entendre justement là-dessus, mais moi, ça m'a complètement dédramatisé en fait l'apparition de la créature. C'est-à-dire que je l'ai retrouvé tout à coup dans une espèce de truc très factuel, il n'y a pas de théâtralisation en fait au niveau autour de son apparition. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, et que je l'ai reçu, oui, dans la séquence du couloir et tout. C'est juste presque une quidam en fait qui est là et qui effectivement peut avoir un truc un peu plus inquiétant parce qu'il y a des réminiscences peut-être d'ectoplasme, enfin de fantômes comme ça, qui peuvent revenir à l'esprit. Mais moi, ça m'a un peu cassé mon trip en fait. Et donc voilà, c'est vrai que ça nous intéressait du coup de vous entendre en tout cas, sur le travail autour du monstre, quoi. Pour cette première apparition, tu as entièrement raison, Julien, dans le sens où nous, on voulait pas justement l'iconiser direct. Et pourquoi ? Parce que justement, on voulait jouer et sur cette ambiguïté de est-ce que c'est juste, comme tu dis, une quidam ? Parce que justement, on citait des gens voilés intégrales, du moins, t'en croises beaucoup. Et donc, on voulait jouer sur cette ambiguïté, du moins pour cette scène. C'est-à-dire que, au scénario, c'était écrit vraiment comme ça. Et après, on a essayé de le filmer comme ça aussi. C'est-à-dire que, elle croise cette femme. Alors, si c'était vraiment un monstre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se barre en courant. Alors que là, tu vois, elle lui dit quand même salam alaikum. Elle dit, tu vois, elle essaye quand même. Il y a un doute. On voulait vraiment qu'il y ait un doute, et pour le spectateur et pour le personnage principal, de se dire, attends. Parce qu'elle sait que cette malédiction est plus ou moins en route. Est-ce que ça y est, c'est parti, c'est la fameuse Candisha, ou est-ce que c'est juste une meuf voilée dans le couloir ? Donc on voulait jouer sur cette ambiguïté. C'est pour ça qu'on n'a jamais le contre-champ vraiment où on est près d'elle, tu vois. Et pourquoi jouer sur l'ambiguïté alors à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait dramatiquement en fait ? Écoute, ce que nous a apporté, je pense que c'est un peu le début du film aussi. Nous, c'était pour pas que le personnage de Mathilde soit tout de suite en mode il y a une créature fantastique, et puis du coup ce que ça induit, c'est-à-dire qu'après tes personnages ne peuvent pas avoir les mêmes réactions, tu vois, si t'es mis tout de suite face au fantastique, ou alors si le fantastique s'immisce au fur et à mesure avec des vraies incertitudes, parce que au feu, tu vois, elle sait pas trop ce qu'elle a vu, elle voit cette meuf chelou, enfin cette apparition un peu bizarre, puis là elle voit cette femme en burqa intégral qui est immobile au bout du couloir, ce qui pourrait être une vision totalement réaliste, comme une vision totalement fantastique. Donc on voulait vraiment jouer juste sur cette ambiguïté et sur la terreur que peut dégager aussi, enfin pas la terreur, mais tu vois le côté très graphique. Attention ce que tu dis. Non, mais tu vois le côté un peu flippant fantôme que peuvent bien avoir sûr. Les femmes en burqa, et c'était jouer sur cette ambiguïté à ce moment-là. Et pour les règles, alors on a toujours le même problème avec Julien, c'est-à-dire que nous, les règles elles sont super claires pour nous quand on écrit un scénar. Mais après nous, on pense que les gens on n'aime pas après les donner clé en main aux gens. Là, on l'a un peu fait par rapport à la lecture du livre, quand il explique vraiment, quand elle consulte des sites internet, et quand tu vois dessiner qu'elle a plusieurs phases. Et en fait, pour nous, l'idée, c'était plus elle tue, plus elle grossit, elle grandit, en fait. Donc, elle commence petite, voilée. Après 2-3 meurtres, elle commence un peu, tu vois, à devenir belle, jolie, etc. Et à la fin, elle est carrément monstrueuse, c'est sa vraie forme.
Et donc c'est ça la règle du jeu pour nous, c'est une sorte de graduation dans l'évolution du monstre, mais qui était très clair pour nous, et qu'ils évoquent un peu succinctement, mais surtout par dessin, c'est dans les pages du livre en fait où tu le vois, mais on voulait pas en tout cas le dire vraiment factuellement, parce que déjà on trouvait qu'on en disait trop. Et nous, on nous le reproche souvent de ne pas en dire assez. Par exemple, Livide, personne ne comprenait nos règles du vampirisme, qui pour nous fait partie, sont crystal clear. Ouais. C'est-à-dire que, je m'en souviens, un jour, il y a 10 ans, Steph, à l'époque du film, on en avait parlé, tu les avoir expliqués. Mais pour nous, on les établit en fait, ces règles. Même si c'est pour les mais gens après, qui, on ne veut pas les délivrer parce qu'on considère que les gens sont assez intelligents, ont leur propre sensibilité c'est pas une question forcément d'intelligence ou de sensibilité. pour moi, c'est plus une question en fait on en revient sur l'idée en fait de ce que tu t'avançais tout à l'heure, de la question de la place du spectateur en fait dans un film d'horreur. C'est-à-dire que en gros, quand tu nous expliques au début que en fait si tu joues sur l'ambiguïté de l'apparition de Kandisha, la première apparition de Kandisha, c'est pour que c'est lié au personnage principal. Ça se tient, je comprends ce que tu veux dire, mais par contre le spectateur il le sait déjà en fait qu'il est dans un film fantastique à ce moment-là, puisque elle a été invoquée, il y a déjà eu un mort, et du coup ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que en fait c'est plus qu'il y a un détachement entre ce que le film raconte et ce que le spectateur sait ou ne sait pas déjà, et c'est là en fait à mon avis qu'il y a un décalage qui est problématique en fait moins dans Kandisha je trouve, parce que à la limite moi j'ai plus des manquements sur Kandisha, des manquements de séquence, il y a des moments où je me dis mais tu vois par exemple quand t'as Kandisha qui lui apparaît, qui lui dit chouf, tu vois, regarde, et qu'en fait elle regarde, mais elle regarde pas, parce que vous la montrez pas en train de regarder, c'est un problème pour moi, parce que en fait, fondamentalement, je devrais voir ce que elle ressent quand elle voit Kandisha tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf qu'en fait, elle le dit à la fin. C'est-à-dire que la scène, elle est amorcée, c'est une scène classique, et d'un seul coup, à la fin, elle fait « je l'ai vu tuer ». Et tu fais mais non mais montrez-le, vous êtes au cinéma quoi, c'est un truc, c'est un rapport de regard, tu vois. Et le problème en fait là-dedans, c'est que du coup alors moi je trouve que c'est par exemple honnêtement c'est un de vos films les plus soignés visuellement, tout ça, etc. Ça faut qu'on en parle absolument. C'est assez chouette, c'est assez cool et tout, tu vois, mais du coup il y a des manquements de mise en scène, tu vois dans ces trucs là par exemple, c'est pareil, tu vois, enfin, j'ai compris parce que c'est peut-être la 2e ou 3e scène de meurtre, je sais plus dans le film, ou 4e, je sais plus, mais dans la maternité. Mais tu vois, d'un seul coup, tu vois pas du tout la scène. Tu vois juste le mec qui est disloqué à la fin, alors qu'en fait, c'est encore une scène où t'as un vieux qui apparaît, donc si j'ai bien compris, elle voit à travers le vieux, mais je suis pas tout à fait sûr, tu vois. Non, c'est le vieux qui la voit elle. Non, mais le vieux la voit elle, mais est-ce qu'elle voit à travers les yeux du vieux, ou est-ce qu'elle voit à travers... Mais comme tout ça n'est pas clair et pas clairement expliqué, ce qui est bizarre, c'est que du coup, tu vois pas la séquence en soi, tu vois juste la finalité, en fait, le mec qui est par terre au sol et tout. Oui, mais t'entends tous les bruits. Enfin, moi, ça m'a pas choqué parce qu'on entend suffisamment les bruits des os du corps qui se dislocent pour savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose peut-être pour étayer là-dessus sur Steph, mais justement parce que je pense que ça fait partie des mêmes choses. C'est pas que je veux pas vous laisser parler, au contraire, il faut. Mais parce que ça fait partie de la même chose. Mais ce qui fonctionne avec ces règles en fait autour de Kandisha, moi, il y a un truc qui m'a manqué du coup, et je pense que ça va de même avec Steph, c'est que c'est pareil, je n'ai pas compris les mises à mort. C'est-à-dire qu'un coup, elle en écrase un avec ses sabots, un coup, elle en défenestre un dans une super scène. Alors j'adore ce plan là avec les trucs qui arrivent et tout, avec le multipass, avec le black là qui tombe et tout, ça marche super bien et tout, mais du coup j'ai pas compris ça. Pour vous donner un exemple hyper trivial, dans les Freddy, c'est hyper fun les mises à mort parce que tu sais que Freddy va utiliser les phobies ou les obsessions de ses victimes pour jouer avec et les mettre à mort comme ça en fait, les gamins. Et c'est ça en fait qui te rend le truc fun. C'est que tu te dis elle a peur des cafards, comment il va la flinguer quoi. Et moi dans Kandisha, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est que je me suis dit mais c'est quoi le modus operandi en fait quand elle les tue ? Elle en change à chaque fois en fait. Il y a un truc autour de l'amour manifestement au niveau du choix en fait de ses victimes, mais en quoi en fait ça se manifeste en fait dans les mises à mort. C'est le truc qu'on attend tous nous, les mises à mort avec le monstre évidemment dans un film comme ça. Donc je vais vous entendre aussi parler là-dessus quoi du coup. Je suis désolé mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est super intéressant. Alors, du coup non je sais pas. Oui, en fait c'est très intéressant. Bon alors on va y aller. Non, en fait, c'est on est dans un genre qui est très codifié et on s'adresse à un public qui aime ça et qui regarde ça. Et nous, on a toujours eu à cœur, depuis toujours, d'essayer de surprendre ce public, qui est notre public et c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, on est les premiers spectateurs de nos films. Et donc on est en tant que fan de films d'horreur, tu vois, ce qu'on aime le plus
au monde, et c'est de se faire prendre par la main et d'être embarqué dans une histoire sans avoir grillé quoi que ce soit. Et de se dire, ah, c'est sûr, ça va aller dans cette direction, et putain, on m'emmène totalement ailleurs. Donc, ça participe de ça, c'est-à-dire que nous, on essaye toujours de se dire, ok, les gens, ils vont attendre quoi ? Ils vont se dire, non mais attends, là, ok, lui, il va se faire tuer de telle manière et tout. C'est pour ça qu'on a changé aussi toutes les mises à mort. C'est qu'on s'est dit, non mais faut pas qu'ils sachent, qu'ils se disent, non mais en fait, elle tue toujours de la même manière parce qu'elle a un couteau, je sais pas quoi, et qu'elle plante les gens et tout. Non, on s'est dit, il faut qu'à chaque fois, ce soit pour le spectateur une curiosité, de se dire, ah putain, elle va frapper, mais comment ? Que ce soit pas lié au personnage, je veux dire, tu vois, pour nous, c'est pas un problème fondamental. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise à mort et comment on va la montrer. Et en l'occurrence, sur ce film-là, on s'est dit, une fois de plus, essayons de faire un contre-pied pour nos spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont s'attendre, parce que nous, on a quand même cette image de montrer les choses, de se dire, ouais, c'est des mecs qui aiment bien le gore, qui aiment bien montrer frontalement les morts, etc. Et en fait, on s'est dit, ok, attaquons par du hors-champ. Et faisons un truc, tu vois, qui va peut-être frustrer, de se dire, ah putain, en fait, on voit pas les morts. Et puis d'un coup, d'en donner un petit peu, mais pas trop. Et tu vois, de couper au moment, ou alors après de donner juste, comme disait Clémence, tu vois, de partir juste sur le son. Et on va regarder la personne qui assiste, etc. Pour lâcher les chevaux quand on a vraiment envie de les lâcher, c'est-à-dire sur la mort d'un personnage en particulier. Tu vois, quand tu parles qui se fait éclater. Voilà, ouais. Et donc on s'est. C'est très gore, c'est plutôt réussi. Voilà, et on s'est dit, ça, putain, tu vois, ça va participer aussi de cette envie du spectateur de voir le film, de faire, oh putain, ah d'accord. Tu vois, c'est pas le film d'horreur où dès la scène d'intro, tu vas avoir un truc ultra vénère, ultra graphique, où tu dis, putain, il va falloir tenir 1h30 après le spectateur qui va s'attendre et dire, ok, si on démarre comme ça va aller crescendo, quoi. Et donc, du coup, nous, c'était ça. On s'est dit, travaillons la gestion de l'attente et de la frustration du spectateur comme ça. Et de se dire qu'il ne sache jamais si ça va être graphique ou non, si ça va être, tu vois, si on va voir Candy Shah. Mais ça l'est toujours à la fin. Hein. Le mec, il se fait disloquer au sol, c'est graphique, ça reste graphique. Bien sûr. C'est juste que tu le vois pas, par contre. Tu vois le résultat. Tu rigoles ou quoi ? Non, mais tu vois le résultat. Tu parles de la fin, là, dans le bain. Non, je te parle du mec dans la maternité. Ah, d'accord, oui. Bah voilà, mais parce que là, on est encore à un moment du film, tu vois, où on veut... Mais moi, je te parle pas de graduation. Je te parle vraiment de cadre, en fait. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on aime aussi dans le film de genre tous, c'est que le genre, c'est quoi, en fait ? C'est que t'as toujours les mêmes cadres. T'as toujours le même truc. Et tu sais que tu vas dans ce cadre-là. Et que le mec qui est talentueux, à l'intérieur de ce cadre, et en restant dans ce cadre qui est finalement relativement restrictif, hein, c'est vrai, il arrive à surprendre. C'est ça ce que je veux dire, en fait, dans le truc des règles. C'est ça qui est bien dans un bon jeu de plateau, c'est que tu connais les règles, il y a un bon joueur qui est en face de toi, il va te sortir un effet de manche, où tout en respectant les règles, il est ça. Moi, ce qui m'a un peu manqué dans Candy Shah, aussi bien dans les apparitions du monstre que dans ses manifestations et dans ses actions, c'est cette absence de règles, justement. Ou en tout cas, moi, je les ai pas entendues, je les ai pas bien clairement comprises. Et il me semble, en tant que spectateur de films de genre, que je n'ai pas intellectualisé ça pour essayer de les comprendre. Il me semble que j'ai besoin d'avoir au contraire un certain lâcher-prise. Enfin, moi, c'est comme ça que je me mets. Je suis pas en train de regarder Grave, justement. Je dis Grave parce que je sais qu'il aime bien Alex. Voilà. J'adore. Ouais. Bah écoute, ouais, moi je suis. Bah Alex, on t'a pas entendu du coup dessus. Non, mais écoute, gars, mais c'est pour. Moi, je vais pas vous torpiller au contraire. Mais c'est intéressant parce que en même temps, tu vois, Candy Shah, il y avait à la fois des choses très précises sur le personnage liées à la légende et aussi un flou incroyable autour du personnage. C'est-à-dire, c'est jamais dit, par exemple, la légende, comment elle tue les hommes. Tu vois, donc tout était à faire. Super. Donc, tu vois, la légende l'aurait raconté, on s'y serait sûrement tenu. Mmh. Mais c'est jamais raconté, c'est jamais dit, bah voilà. Donc, comme disait Julien, nous, on voulait éviter le côté, bah, elle a un couteau et elle égorge les mecs, ou alors met des petits coups péteux dans le dos. Non, nous, on voulait vraiment contre, faire. Le lapin, quand il se fait tuer, là, par contre, il n'y a pas de problème. Bravo, les gars. Alors, sur moi, tout ce qu'on vous reproche sur Internet, d'accord, mais le lapin, tu vois. Ça, on a leur reproché sur Internet aussi. Ah ouais, ah merde. Bah, ouais. C'est horrible, les gars, voilà. c'est horrible. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait faire, voilà, c'était avant tout un film d'horreur graphique, parce qu'on aime les effets spéciaux, on voulait faire des effets spéciaux de plateau, tu vois, on voulait s'éclater en faire. Tu vois, c'était pour ça, donc, que, en fait, tout le modus operandi de Candy Shah était très vague, très flou, voire inexistant dans les textes. Donc c'était à nous, justement, c'est notre touch à nous, notre patte à nous, d'avoir ramené ce côté. On veut que chaque mort soit différente,
en fonction aussi de nos moyens. Par exemple, la mort de Chandor Funtek, dont tu parles à la maternité, il y a aussi un côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'on a tourné le film en 25 jours, ce qui est très peu. Mais vraiment, il y a à un moment, il a fallu faire des choix. Mais ça marche super bien parce que c'est un effet optique, non, quand il est il y a des fausses jambes, en fait. C'est ça, c'est juste des fausses jambes. Des fausses jambes posées derrière lui. Ça marche très bien. Moi, je pensais même que c'était une espèce de photomontage. Non. D'accord. Alors, il faut savoir qu'on a, à part 2-3 effets numériques, évidemment, très identifiables, on a tout fait en live sur le plateau, c'était le but. Tu vois, même ça se sent justement dans la mise à mort dont on parle dans le bain turc, là. Même Vas-y, pardon. Juste pour finir là-dessus, tu vois, même les déformations d'image pendant l'exorcisme, c'est pas de la post-prod, on a monté des anamorphoses, non, ça. On a monté un mesmerizer sous l'objectif, c'est une sorte de miroir qui te permet de déformer l'image pendant la prise de vue, mais on faisait des images de dingue parce qu'on avait un chef-op qui était vraiment là-dessus à fond avec nous pour tourner des trucs, tu vois, on a des trucs qu'on n'a pas montés mais qu'on a tourné à deux images, des choses comme ça, on s'est fait plaisir sur ce film et on voulait se faire plaisir, et donc c'est pour ça aussi que sur les mises à mort, même si effectivement chacune est différente, tu te dis mais attends, c'est Jason, tu n'importe comment à chaque fois, ou bah, tu vois, il y a des tueurs un peu comme ça très prolifiques et très et nous, c'est ce qu'on voulait. Enfin, bon, Jason, c'est peut-être pas le bon exemple, règle, je pense, mais bon, c'est une autre règle. Mais en tout cas, là, tout était un peu à faire. Et nous, on voulait vraiment éviter le côté soft, quoi. Tu vois, nous, on voulait vraiment faire un film vraiment gore, avec des mises à mort qui nous éclatent, comme ce mec défenestré, comme ce papa déchiré en deux. Mec défenestré, d'ailleurs, où tu parlais de double passe, mais il n'y a pas de double passe en vrai. Ah bon? Aucune double passe, c'est un mannequin, bien sûr. Mais c'est un mannequin et tout, d'accord, ok. Je pensais que c'était un. On s'est fait chier, et encore, tu vois, on avait fait des. Mais ça marche super bien. Je disais pas ça du tout pour faire le malin ou voir le truc. Je pensais vraiment que vous aviez tourné comme ça. On avait une grue. Mais il faut le dire aux gens parce que là, on est en train d'allumer un peu le film. On va continuer pour 1 ou 10 minutes et tout. Après, on va dire tout ce qu'il y a. Il y a plein de trucs de bien, mais ça fait partie des trucs qui sont hyper payants. C'est-à-dire que la scène, encore une fois, du bain turc, je dis aux auditeurs, quoi, moi, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu des FX de maquillage de Goras. En plus, il y a pas trop de sang, c'est ça qui marche vraiment bien, je trouve, sur cette scène. Et ça y est, c'est douloureux. Enfin, ça marche vraiment bien, je trouve. Ouais. C'est Atelier 69, Olivier Afonso. Mais en tout cas, faut pas l'oublier, c'est vrai que le spectateur, dans l'absolu, il s'en fout de savoir combien coûte un film, en combien de temps il a été tourné, mais là, on est entre cinéphiles on sait comment les films se font, et 25 jours de tournage, c'est vraiment très très pour peu, des quoi. Trucs comme ça. Surtout qu'à un moment, on tournait même à 3 équipes, c'est-à-dire moi j'avais une équipe, Julien avait une équipe, on avait un premier assistant à qui on avait énormément confiance, à qui on a fourni une caméra pour lui faire des plans, et avec Julien on faisait des triples journées, c'est-à-dire que il y avait 2 équipes en fait. L'équipe A faisait 8h, 19h. L'équipe B faisait 13h, 1h. Par exemple, Julien commençait... enfin non, on ne se séparait jamais en fait. C'est-à-dire on commençait avec l'équipe A jusqu'au début de l'équipe B. Après, il y en a un qui partait sur l'équipe B. L'autre finissait l'équipe A. Et après, l'autre qui avait fini l'équipe A rejoignait l'équipe B. Donc en fait, on faisait du 8h, 1h du mat en tournage. Mais on était obligé, tu vois, pour tout rentrer. Parce que 25 jours avec tout ce qu'on a mis à l'écran, donc où tout était fait. La scène du bain turc, par exemple, c'est une journée de tournage complète. Ah, putain, c'est chaud, hein. C'est une journée. Tu vois, parce que justement, il y avait Kendisha avec ses prothèses, Myriam avec ses fausses pattes de bouc, etc. Toutes les passes à faire avec les doublures mannequins, les SFX, les VFX et les SFX, parce qu'il y avait un peu des deux. Puis nous, on est confortable au show, on est en train de vous défoncer. Non, mais vraiment, c'était un challenge en termes de confection, parce que le tournage de nuance, il faut le reconnaître. Mais aussi, c'est parce qu'on le veut, c'est-à-dire que nous, on aime les effets pratiques aussi. C'est-à-dire que on voulait absolument faire tout en vrai, comme le disait Alex. C'est-à-dire que, tu vois, Myriam, elle a vraiment des fausses pattes de bouc, elle a pas des collants verts façon l'armoire magique là, ou tu vois, je sais pas, et donc où on lui rajoute Narnia, on lui rajoute des pattes après et tout ça. Non, elle a vraiment, tu vois, un costume, tu vois, adapté à elle et tout. Et pareil, cette mort, c'est avec quand même un double, avec un mannequin animatronique, donc qui est hyper long à mettre en place, à resetter, et donc et effectivement, on s'est mis plein de contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, il y a des enfants, il y a des effets pratiques dans tous les sens, mais même voilà, le tournage en cité de nuit, tu vois, c'est mine de rien, c'est aussi un facteur qui fait que les cités belges, c'est pas les cités françaises en fait. Tu vois, à côté, nous, c'est des enfants de cœur, vraiment. C'est-à-dire que nous, on voulait tourner dans une cité. J'ai vu Black, quoi. On a, bah voilà. Non, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'on a fait des castings de cité.
Et celle qui nous plaisait le plus, on a dit bah nous on veut tourner là. Les mecs nous ont dit non. Non, c'est-à-dire que c'est la police en fait. Tu vois, il y a des assurances au cinéma effectivement. Et en fait, donc là, t'es obligé de prévenir la police parce que nous on a fait des tournages de nuit dans les cités et les mecs nous ont dit si vous allez dans cette cité, nous on viendra pas. C'est-à-dire que si vous arrive le moindre pépin et que vous nous appelez, personne vient dans cette cité. Elle est trop dangereuse. Donc tu vois, ça prouve déjà ça te met dans le bain. Donc on a trouvé des cités plus calmes pour tourner, mais mine de rien, tu vois, c'est des en fait, c'est facteur emmerdant plus facteur emmerdant, c'est les effets spéciaux de plateau. Tourner avec une ribambelle de gamins de 16 à 18 ans aussi, je peux te dire que ça, c'est un challenge. La scène du kebab, on l'a tournée en une journée aussi, elle nous a rendu fous. Mais fous. Tu parles de la scène d'ouverture. La scène d'ouverture. C'est-à-dire que les mômes, ils sont pleins de bourre. Et tant mieux, c'est ce qu'on cherchait, mais c'est quand même des gamins à canaliser qui partent en freestyle partout, qui sont jamais... Il manque un peu de clarté, du coup, moi, qui sont jamais scène raccords. d'ouverture. Alors, c'est peut-être aussi dû à ça aussi. Voilà, mais pourtant, c'est une des scènes qui a jamais bougé à l'écriture. Mais en tout cas, c'était aussi un facteur à gérer, tu vois, et... c'est pas pour se plaindre, parce qu'à la fin, on a rentré le film et c'était une expérience super. On s'est éclaté, on a des souvenirs géniaux. Mais pour vous donner, enfin, surtout pour les auditeurs, une sorte d'équivalence qui, nous, est très marquante, en fait, qui nous a vraiment marqué. C'est-à-dire que quand on montait Kendisha, donc avec Baxter, c'était notre retour avec Baxter au montage, qui est très important aussi, parce que Baxter, pour nous, a un rôle... vraiment très important dans notre filmo et enfin bon bref c'est un hors sujet mais on avait déjà parlé de lui voilà mais c'est très important bref et on montait et en fait dans une salle où il y avait les plans de travail d'anciens films qui venaient d'être montés bref et en fouillant on tombe sur le plan de travail d'une grosse comédie française tu vois. Une suite d'une grosse comédie française et qui est complètement nulle. C'est Tanguy 2 et donc dans Tanguy 2 donc, là, du chant contre chant dans des appartements, tu vois, il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Et juste pour, tu vois, par curiosité, on déplie le plan de travail. Les plans de travail, il faut savoir que c'est des gros feuilles à 4 mis à bout pour le nombre de journées de tournage. Et on se rend compte que les mecs ont 45 jours de tournage. Tu vois, pour faire du blabla dans des appartements feutrés. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui branle 45 jours, mais on est 20 jours de plus que nous. Tu te rends compte, Julien, sans déconner. Non, mais je sais. Mais là, on s'est dit, il y a un problème, surtout qu'ils n'ont pas 2,5 millions non plus pour faire Tanguy 2. Tu vois, ils ont au minimum le triple. C'est-à-dire, t'es en dessous de 10, mais t'es en dessus de 7. Et là, on se dit, ah ouais, putain. Et donc, on était, du coup, relativement fiers de ce qu'on avait, nous, réussi à rentrer dans telles circonstances, avec finalement pas trop d'argent, des comédiens non professionnels et des conditions de travail qui étaient funky, quoi. Et justement, il y a un truc qui est admirable, parce que là, on vient de vous allumer, et puis après, j'aurai une autre question à vous poser là-dessus. Mais par contre, il y a un truc qui est admirable dans le film, c'est qu'il y a et que je trouve assez naturel, là, pour le coup, qui est votre façon, en fait, de traiter la cité, en fait, qui est relativement stylisée, en fait, et il y a presque une recherche esthétique, en fait, là-dedans, au niveau du travail sur les couleurs et tout. Alors, il y a des scènes plus ou moins marquantes, c'est-à-dire que, par exemple, la scène de la piscine, c'est tout à fait marqué, en fait, le côté extrêmement graphique, en fait, de ça, mais il m'a semblé que ça courait, en fait, sur la totalité du film, en fait, cette volonté, en fait, d'avoir un décor réaliste, certes, mais on va pas le prendre tel quel pour autant, on essaie d'en faire vraiment un objet de cinéma, quoi. Bah ouais, bien sûr, en fait... C'est marrant, ces questions là. Ça me rappelle. Ouais, Bob Weinstein, quoi. Ah non, moi je pense à ce mec là. Attends. Bob Weinstein. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais, qui nous faisait un coup une menace et un coup qui nous disait vous êtes des génies, mais attention, je vous pète la gueule. Non, si vous êtes pas des génies, les mecs. Ils ont pas expliqué. Tu m'as traité de Bob Weinstein là, putain, mais qu'est-ce que déjà on se fait insulter tout ce bordel. Miramax là. On va tout à la question suivante. J'ai pas dit Harvey, hein, j'ai dit et Bob. On n'a pas dit que t'étais un génie, hein, non plus. Déjà, calme-toi. Et alors, donc oui, la cité. Alors, non, oui, en fait, pour nous, c'était évidemment l'élément central. C'est-à-dire que c'est pour ça que Alexandre disait qu'on avait fait un casting de cité. C'est que nous, on cherchait des éléments assez particuliers. C'est-à-dire que, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était le côté architectural de la cité. C'est-à-dire qu'avec que des lignes de fuite qu'on pouvait utiliser donc pour construire nos cadres et qui enferment nos personnages. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que littéralement ces gamines qu'on filme,
elles ont pas d'horizon en fait, et donc au sens propre comme au sens figuré. À part sur le toit, qui est aussi une scène qui au niveau de la narration fonctionne très bien. Moi, je trouve, et donc nous c'est ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire que dès qu'elles sont dans la cité en fait elles ont pas de perspective, c'est-à-dire qu'elles sont enfermées par du béton, et donc en fait finalement elles sont condamnées à vivre dans cet environnement. Et sur le toit, c'est leur refuge, c'est leur moment, c'est le moment de l'espoir, c'est le moment de justement de la fin du film, de putain mais en fait on peut s'échapper quoi. Et donc il y avait ce côté-là, et le côté aussi qu'on trouve nous, même s'il y a un tout petit truc en fait qui est un peu étrange, je trouve. Ouais. C'est l'immeuble, la barre d'immeuble qui. Alors, c'est amorcé parce qu'elle comment dire, elle le mime au début. Ouais. Et à la fin ça saute, et en fait je me suis dit mais mais c'est dit ça, putain mais vous avez dormi les mecs en fait. Ah, ouais, il y a pas de règles. Il y a un panneau pardon il y a un panneau. Ouais, mais vraiment, on vient. Je sais pas, je pense qu'il fait des scènes autour de ça, quoi. Ça m'a pas gêné. Puis pourquoi ça te gêne, ça parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est complètement. Une tour à l'abandon qui. C'est Michael Bay, mais de loin. C'est la fin. C'est Michael Bay de loin. C'est pas mal ça. C'est un peu nous. Petit Michael Bay. Il te fait leur accomplissement, là. Mais non, mais en fait, je me suis dit, d'accord, mais en fait, t'aurais pu le couper dans le truc, ça aurait été aussi simple. En fait, ça aurait pas raconté grand chose de plus, je trouve. C'est ça que. Couper quoi, la scène? C'est-à-dire, en fait, le fait qu'elle pointe le truc, votre histoire de panneau que j'ai peut-être pas grillé, tu vois, parce qu'en fait j'étais je sais pas, j'étais en train de manger des cacahuètes, j'en sais rien, non mais en fait non, je sais pas, cette histoire de panneau j'ai pas fait attention, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a ce truc au début, il y a ce truc à la fin, et je me dis ok, à part une symbolique éventuelle, tu vois, je fais bon. C'est ça en fait, justement, non? Il y a un côté symbolique. Oui, exactement, c'est ça. C'est leur repère, la tour Vega. Pour le coup, il y a qu'un côté symbolique. Tu vois, il y a. Non, mais vraiment. Mais non, parce qu'il y a un truc qui a un rapport avec le fantastique aussi. Puisque c'est là-bas aussi qu'elle découvre le truc et tout. Exactement. Moi, et tu vois, c'est là où leur est mort. Pour le coup, Stéphane, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave, Julien. C'est là où c'est ça, c'est la sépulture de leur copine, et c'est aussi l'endroit du deuil, c'est là où ils peignent la fresque des parents. Ouais, arrête de faire il fait comme ça là. Il n'est pas content là, le grec. Non, mais pour revenir sur la cité en tout cas. Attendez, monsieur Moïsakis, parce que moi j'ai des choses à dire aussi. Parce que là, vous parlez de cité, et nous on a toujours trouvé avec Julien Maury que les cités étaient très cinématographiques justement, très cinégéniques, et vraiment, mais vraiment sans déconner. Et c'est pour ça que j'aime Bande de filles justement, parce que je trouve que Siama, on peut ne pas aimer son cinéma, mais pour le coup dans ce film-là, elle a pris aussi en compte ça. Et enfin bon bref. Et donc nous on avait cette volonté de filmer la cité. Pas de façon onirique, mais en tout cas pas d'un regard médisant ou tu vois, ou d'un regard de genre c'est de la merde. On voulait pas misérabiliste, voilà, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous assumez par exemple le côté terne, par exemple, et là tu dis c'est logique qu'elle fasse des graphes, mais c'est pas misérabiliste. Non, et on trouve ça très beau, tu vois. Et tiens, voilà, c'est marrant que vous soyez là, monsieur Moïsakis, parce que avec Julien, nous avons eu la chance de voir la version longue de la Horde. Oh, mais... Et laissez-moi parler, laissez-moi finir. Je t'en prie. Et dans la version coupée de la Horde, on va sortir les gars. Non, il y a un plan qui n'est pas dans la version finale du film et qui est pour moi un des plus beaux plans du film, et qui me dit mais pourquoi ils l'ont pas gardé. Et là où tu vois toute la beauté de la cité justement, c'est juste un travelling latéral quand les mecs se rendent chez les Marcoudi pour aller les buter. Et... Il se rappelle mieux du scénar que moi. Non mais c'est vrai. Où tu vois et t'as le soleil qui se couche sur les cités. Et quand avec Julien on avait vu la version longue de Horde, c'est putain mais c'est ça qu'on sublime, qu'est-ce que c'est beau. Et ça nous avait marqué ce plan bizarrement Steph, mais vraiment en disant ben voilà, nous c'est ça ce qu'on veut faire sur 1h30, c'est-à-dire montrer que la cité c'est, parce que c'est vrai que c'est moche, mais enfin bon, soyons honnêtes, les toits non, mais en fait c'est graphique encore une fois, c'est très graphique. C'est-à-dire que oui, et vous avez ramené en plus beaucoup de jeux de couleurs en fait. C'est-à-dire que nous, vous avez raison, vous êtes des génies les mecs. C'est ce qu'on a. Si vous citez la Horde, tu vois. Non mais tu vois, c'est ce qu'on a. En fait, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que c'est avec par exemple le premier plan. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a un truc, donc un plan aérien, donc clairement, voilà, qui survole un petit peu la cité, et donc qui est voilà, qu'on peut interpréter comme on veut. Pour nous, c'est un petit peu ça déjà ça évoque un peu l'esprit qui plane, qui arrive, tu vois, qui est là qui arrive. Et en fait, donc plus ça avance, en fait, plus donc on s'enferme dans le cadre, et on descend et finalement les barres montent sur les côtés, et en fait au milieu de tout ça, il y a cet espace de vie en fait qui est le kebab. Un petit point chaud. Voilà, il y a un point chaud. Très lumineux avec des couleurs flash, fluo, tu vois, même un peu de mauvais goût, quoi, tu vois, avec un décorum de palmiers, un peu, tu vois, mais c'est là qu'il y a la vie en fait, et plus on s'approche et plus on entend des éclats de rire, et on entend il se passe des choses là.
Et en fait, nous, c'était ça, c'était tout le cœur du film. Ça peut être résumé par ce plan, c'est-à-dire, comme tu dis, les apports de couleurs et tout, ils viennent pas n'importe où, n'importe quand, en fait. Ils viennent dans l'hôpital, où il y a un aplat jaune, pardon, très, tu vois, très, très criard, comme ça. Et en fait, c'était notre chef-op aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai Simon respiré. Roca, ouais. Simon Roca, je crois que j'ai respiré un poil de ton chat. Écoute, tu survivras. Simon Roca, en fait, avec lequel on a travaillé ça. Et justement, c'est ces couleurs qui symbolisent aussi justement un peu des respirations dans le film, quoi. C'est un peu l'espoir, c'est un petit peu des moments de vie, tout simplement, quoi. Et donc ils sont à des endroits clés du film, quoi. Et donc ça participait de ça, de cette vision en fait de la cité qui tordait un petit peu le cou au cliché, quoi, de cette espèce de sarcophage de béton vide et mort. Et donc nous, c'était ce qui nous intéressait, c'était de montrer que dans cet amas de fer à béton et tout, comme dans la tour Vega qui est tout abandonné, en fait, au sein de cet univers qui est décrépit, qui est dégueulasse et tout, qui est à l'abandon, t'as une fresque magnifique, tu vois, pleine de couleurs et pleine de vie, et finalement, tu vois, c'est au sein de ça que naissent, tu vois, nos personnages. Ou ce truc, cette idée aussi très jolie du graphe sur le bus qui ramène le papa à la maison aussi, quoi, qui je trouve fonctionne bien et justement crée bien de l'empathie avec les personnages. Ah bah tu vois. Mais oui, je suis content. Mais ça m'amène à mon autre point, en fait, parce que j'ai un problème. Non mais je suis désolé, Alexandre. Alors Einstein, en fait. C'est une question sur deux. Putain, je pensais qu'on avait fini, en fait. Moi, ce sera vraiment mon dernier gros grief, en fait, sur le film. Non, mais j'aimerais qu'on entende Clémence plutôt. Tu l'avais déjà fait, ça, Julien. Ça suffit. En fait, moi, j'ai un problème, mais c'est pas... En fait, c'est moins un grief, en fait, qu'une vraie question, une vraie interrogation, en fait, sur le truc, où je me dis, bon... Julien et Alex, ils veulent faire du film de genre. Je vous connais quand même un peu et je sais que vous n'êtes pas à regarder votre public de haut ou quoi que ce soit. Et il y a un mécanisme en fait de rapport au spectateur qui me manque assez souvent en fait dans vos films. Et alors là, pour moi, c'est assez flagrant, qui est la question de l'empathie avec les personnages principaux. Moi, j'ai pas de problème avec Bintou, j'ai pas de problème avec Morjane. Mais par contre, avec Amélie, j'ai un énorme problème. Et c'est le personnage, il me semble, avec lequel je devrais avoir le vrai point d'accroche. Je vais essayer d'étayer un petit peu le truc, c'est que ce personnage m'est présenté comme... pour moi, c'est une boule de haine. Elle gueule sur tout le monde. Je comprends relativement tardivement à quel point elle est attachée à son petit frère. C'est pas un truc qui m'est évident depuis le début. Elle est même pas proche en fait de ses copines et tout. Moi, personnellement, en tant que spectateur, je n'ai pas envie de la suivre en fait. Et elle aurait été tuée en fait tout de suite en fait par Kandisha. Je vous dis pas que j'aurais été content, mais pas loin. Donc la question en fait c'est vous quand vous êtes en train d'écrire en fait ce truc là, parce que pour moi ça c'est un frein à mon implication en fait dans le film. C'est-à-dire que prenons Halloween par exemple. Je prends les points sensibles pour Alex, mais le personnage de Jamie Lee Curtis, tu t'es tout de suite attaché à elle parce qu'elle est un peu en rupture, c'est pas en rupture de banc avec les autres, tu sens tout de suite qu'elle est en fragilité. Tu l'as pas senti ça chez Amélie, mais pas du tout en fait, parce que elle gueule sur son père, elle gueule sur ses copines, elle gueule sur tout le monde. Elle gueule sur son père, elle est en vraie rébellion avec ses parents. Parce qu'on a coupé pas mal de sur son petit copain, tu vois, par exemple, son petit copain, et puis avec, qui aurait été une exagère, elle est très gentille tout de suite avec son frère et elle est très copine avec ses copains. Je suis désolé, mais quand la meuf elle se met à engueuler l'imam, tu vois, alors que celle qui a foutu la merde depuis le début du film. Mais oui, mais elle est à un moment donné. Non, mais en fait, ce que je dis, Julien, et je vais juste renchérir là-dessus pour One Two Punch. Tu vois, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. C'est vrai. Non, mais c'est juste. C'est vrai que c'est un truc en fait qui. Moi, je suis pas aussi catégorique sur ce personnage-là que Julien. Non. Mais c'est vrai que ça ressemble au personnage d'Alison Paradis dans l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on ça aime ressemble un petit peu au personnage dans The Deep House, tu vois. C'est des trucs en fait où Livid surtout aussi. Ah mais Livid je la trouve pas si enfin moi j'avais moins en tout cas de soucis vis-à-vis de ça, mais c'est vrai, des personnages où tu te dis dans un film d'horreur où t'es censé en fait avoir effectivement une empathie émotionnelle et surtout sans spoiler la fin quand même quelque chose tu vois qui est censé être émotionnellement fort, tu vois, et du coup l'attachement, je trouve ce manque à ce moment-là. Et est-ce qu'une femme par exemple
Oh putain, tu veux laisser Clémence répondre à ta place? Non mais dans l'absolu, t'as raison parce que c'est qui tout double, ça se trouve, elle a détesté aussi. C'est juste c'est ton joker. Ok, allez, vas-y Clémence. Non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Oh là, Clémence. Moi, je ne trouve pas. Trahi par la famille, quoi. Mais non, mais alors il y a peut-être vraiment une question de genre derrière, et je serais curieuse d'avoir l'avis d'autres femmes qui ont regardé ce film, parce que moi je le trouve pas antipathique, ce personnage. Je trouve que c'est un personnage qui a un caractère fort, effectivement, qui peut ne pas plaire, mais moi ça m'a pas dérangé du tout, et je préfère largement qu'on montre une nana qui va un peu montrer les crocs, qui va être petite teigne au moins au début. Parce que ça change justement des personnages de filles fragiles et gna gna gna, et voilà, ça montre autre chose. Alors, et des filles qui vivent dans les cités et qui ont ce caractère-là, il y en a. Et c'est aussi une forme de construction justement pour réussir à se faire respecter, à s'en sortir dans ce milieu-là. Non mais c'est vrai. Non mais attends. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que il y en a une qui a compris, quoi. Sa sensibilité au fur et à mesure qui transparaît, et ça apparaît pas tout de suite, mais petit à petit tu le sens. Moi, du premier coup, et là pour le coup, je dirais même que c'est peut-être un peu trop évident. On la voit qui s'occupe de son petit frère au début. Tu veux que je t'aille faire tes devoirs ? Ok, il va se passer un truc, le petit frère, elle le soutient. Mais vraiment, je l'ai pas trouvé antipathique, je l'ai trouvé plutôt crédible. Et plus on avance dans le film, plus on voit qu'elle est déstabilisée, et voilà. Les gars, c'est exactement ce que vous avez voulu faire. Mais c'est vrai. Ouais. Non mais ça rejoint un peu. C'est Clémence répond. Non mais tu vois, il y a un truc qu'on aime nous en tout cas au cinéma, et qu'on avait aussi essayé de faire sur Leatherface, même si Leatherface c'est un autre débat parce que le film nous a totalement échappé, mais c'était nous on aime. Voilà. C'est ce qu'on essaie de faire de film en film. Et ça fait enfin, on arrive à notre but. C'est de ramener de l'empathie sur des gens, justement, où au prime abord, t'en as pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore en fait. Tu vois, c'est le côté un peu Devil Rejects du film, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, pour nous, Devil Rejects, ça reste un film phare pour nous, parce que là, tu te dis, putain, exactement comme dit Clémence, moi, j'en ai un peu plein le cul aussi de voir des gens un peu, tu vois, moi, j'adore Halloween, mais le personnage de Jamie Curtis, personnellement, je m'en fous totalement. Comme je m'en fous totalement du personnage de Neve Campbell dans Scream. Alors déjà, tu compares pas les deux. Non, mais bon, tu vois, pour parler d'une franchise avec une héroïne forte qui a vraiment traversé la franchise. Non, bien sûr. Et moi, du moins avec Julien, nous on n'est pas du tout intéressés par ce genre de personnage. Et dès nos débuts, c'est-à-dire qu'Alison Paradis, nous on la voulait antipathique. Et après, dès le départ. Et après, on voulait justement que de cette antipathie naisse l'empathie pour les personnages, parce qu'on a tous un côté antipathique. On trouve que ça a un côté plus humain finalement que de ramener certains plus que d'autres. Des personnages, tu vois. Attends. Mais est-ce que ça va pas à contrario? Mais ça peut aller. Mais justement, est-ce que ça va pas encore une fois à contrario de cette volonté de faire un film de genre populaire qui plaise au plus grand monde avec une certaine efficacité? Ouais, mais alors ça pour nous c'est ce qu'on essaie de faire sur Deep House pour le coup, où on trouve que par exemple Camille est vraiment c'est plutôt lui qui est antipathique en fait dans le film, où elle a vraiment ce côté, tu vois, jeune fille très bien sous tout rapport, et qui est très belle, on s'attache très vite à elle, mais en tout cas juste pour finir, excuse-moi Steph, sur Kandisha, nous c'était le but, c'était un peu comme on a fait sur Leatherface, c'est cette thématique qu'on kiffe, c'est-à-dire prendre des fils de pute c'est exagéré pour Kandisha, elle est pas du tout aussi méchante que les personnages de Leatherface, mais c'était ramener de l'empathie pour une gamine qui, de prime abord, tu dis elle est désagréable, et puis en fait mais d'accord, c'est pas dans que ce ça, cas, et en fait elle se forge son caractère. Dans ce cas justement, pourquoi pas jouer en fait, parce que du coup moi mon manquement là-dedans, en admettant qu'en fait ça soit la démarche, et je peux comprendre que ce soit la démarche parce que je comprends ce que vous essayez de faire à la fin, pourquoi ne pas jouer une vraie séquence émotionnelle en fait sur la fin, c'est-à-dire que en gros ce que j'entends par là, plutôt que de jouer sur un truc de suspense assez court, mine de rien, sur la main, sur qu'est-ce qui se passe en fait, comment se débarrasser de Kandisha, pourquoi ne pas jouer une vraie séquence émotionnelle en fait qui irait, je vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas forcément vu le film, mais voilà, enfin vous savez de quoi je parle, plutôt que cette espèce de truc, parce que du coup j'ai envie de dire, pour donner un exemple éventuellement, même si je trouve que la scène fonctionne pas complètement dans le cadre du film, dans La Dernière Maison sur la gauche par exemple, la scène du lac en fait, si tu veux, tout un truc émotionnel dans le remake, tu vois, où d'un seul coup tu te dis tiens, il est en train de se passer un truc sur le personnage, tu vois, même si je trouve qu'il se rate après derrière parce que finalement c'est annulé. Tu vois de quelle scène je parle?
Après le viol, après tout ça, tu sais, tout. Dans le remake. Ouais, dans le remake, t'as cette scène où elle se fait tuer dans l'eau, en fait. Elle meurt pas dans le remake. Hein. Alors, elle meurt pas, justement, c'est tout le problème, mais la séquence est traitée de manière émotionnelle. Et il y a vraiment forte, et du coup, en fait, le fait qu'elle meure pas, ça baise Et moi, j'ai une autre question là-dessus. Alors, attention, je spoil un tout petit peu, mais du coup, quitte à jouer sur la potentiel sentiment de culpabilité, enfin, en tout cas, le parcours rédempteur, on va dire, de ce personnage-là, pourquoi avoir fait disparaître ses parents et totalement en fait de l'équation, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont plantés, qui sont clairement là en plus au début du film et qui disparaissent, mais alors radicalement, totalement ensuite. C'est des scènes qu'on a coupées, figure-toi. Ouais. On avait énormément de scènes avec les parents et on les revoyait. Donc effectivement, il reste plus que la scène d'intro avec les parents, puis après la fin avec le père qu'on voit dévasté. Mais c'est des scènes qu'on a coupées parce que justement en termes de rythme, justement ça ralentissait vraiment beaucoup l'action. C'était ramené c'était des scènes très bavardes. Et c'était vraiment à chaque fois qu'on se les projetait, qu'on projetait à tout le monde, etc. Tout le monde revenait sur putain, quand on revient sur les parents, c'est l'heure des plombs, on s'en fout, etc. Et c'est vrai que quand on les a coupés, elles nous ont pas manqué. Hein. Tu vois, apparemment, hein, tu peux avoir toi ressenti ce manque. C'est vrai que c'est des personnages qu'on a un peu sacrifiés au montage. Mais ça, c'était vraiment un choix de main dans la main avec toute l'équipe, c'est-à-dire que évidemment on n'est pas les seuls décisionnaires avec Julien, on a notre mot à dire et le final cut, et puis si vraiment un truc nous plaît pas, on le fera pas. Mais là, quand t'as ton monteur qui dit les gars, la scène quand on revient avec les parents, c'est chiant, etc. Et puis après quand les prods te le disent, toi nous c'est un travail d'équipe de faire un film évidemment, et puis après on dit bon, ok, nous on est toujours à essayer avec Julien. T'as pas à justifier forcément là-dessus. Donc, non, mais enfin tu vois, donc on essaie sans. Donc ça manque quand même, c'est ça l'idée. Bah écoute, pour nous ça nous manque pas. Oui, en tout cas c'était là. Quoi. Moi j'ai trouvé qu'il y a un arc narratif là, il y avait j'ai ressenti un c'est vrai, petit vide. mais c'est vrai que c'était beaucoup plus développé, ça a été tourné, tu vois, mais ça n'a pas été monté. Et du coup, en fait, dans les manques éventuels du film, est-ce que justement dans les scènes, parce qu'il y a l'idée de les rentrer, d'arriver à rentrer ces scènes-là, de les faire parce qu'elles sont complexes à faire, mais est-ce qu'il y a aussi des trucs où vous vous êtes dit ok, là on est obligé de couper? Par exemple, moi je pense à la scène en fait du gars qui se fait brûler en fait vif, quoi. C'est un peu abrupt en fait la façon dont c'est présenté, et du coup c'est presque, tu vois, je me dis mais attends, d'accord, j'ai compris ce qui s'est passé, mais en fait la scène elle est pas, tu vois, elle est un peu bizarre, quoi, tu vois, elle est expédiée, on a l'impression, quoi. Donc je sais pas si ça coûte cher les flammes en CGI. C'est on l'a fait en vrai, hein. Ah, c'est vrai. Non, de dos évidemment, c'est un cascadeur qui brûle, de face non. Oui, voilà, évidemment, mais vous avez pas cramé un vrai gars? Bah si, de dos. Ouais. Mais non, pour le coup, cette scène, elle était non, elle n'allait pas plus loin que ça, honnêtement. C'était le premier meurtre, non. Et c'était surtout... on en revient toujours aussi à ces problématiques aussi de confection. C'est-à-dire que toute la scène intégrale de la piscine jusqu'à la mort du mec était tournée en une nuit. C'est-à-dire que les nuits sont courtes. C'est-à-dire que c'était en été. Et donc, la nuit noire arrivait à 23h. Et à 5h, il y avait du soleil. Donc, on a tourné toute cette scène-là, plus la crémation du mec, en 6h. Donc tu vois, toute la scène de la piscine, avec tous les dialogues, et encore on l'a coupé en plus cette scène. Et il y avait des plans séquences, etc., avec de la figure. Et donc cette scène-là, dans l'absolu, elle n'était pas plus développée parce que c'était aussi une question de temps, et on y revient toujours. Alors, c'est pas une excuse non plus, hein, bien sûr, mais non, mais vous travaillez dans des petits budgets aussi. Il faut comprendre le contexte, effectivement. Il y a un vrai contexte. Nous, on est là pour avec nos petits avis à la con derrière, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent en face de nous, quoi. Non, on n'est pas du tout en souffrance, c'est plus Alain là qui... Il nous a insultés là déjà. C'est clair, putain, l'enculé. T'as rien dit d'autre de méchant à dire, toi? Puisqu'on parle de temps, de couper des scènes, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, on termine sur une note un peu négative, faut quand même dire. Mais peut-être laisser en fait, vous n'avez même pas dit vraiment si vous aimiez ou pas, en fait. Non, alors moi j'ai réserve. Moi j'ai une dernière question. Moi j'ai réserve. Écoutez Clémence, tiens. Moi j'ai une dernière question. Et on s'arrêtera là-dessus. Parce que vous en avez posé assez. Allez. Bon, non, mais attends, je voulais dire mon sentiment quand même. Parce que tu dis toujours est-ce qu'on y va ou pas. Et puis vous n'avez pas dit le mot avant, vous dites un mot. Non, mais il n'y a pas de mot là. On le fait pas dans les interviews. C'est la nouvelle formule, c'est la nouvelle saison. Il y a la saison, il y a 5 ans. Bon, est-ce que Julien, tu veux donner ton avis? Non, mais c'est une petite conclusion façon. Non, parce que j'ai beaucoup allumé le film et tout. Je veux dire, comme le dit Steph déjà, en plus, c'est un vrai film fantastique
qui triche pas du tout avec le genre, et ça fait vraiment plaisir, avec effectivement des vrais effets en direct qui sont extrêmement rares en fait, et qui font plaisir, et avec un travail sur un décor et un contexte social qu'on voit très peu en France. Et dans l'absolu, moi j'ai des réserves, je les ai énoncées, je les ai soumis, je crois, avec le... Tu préfères Deep House ou Candy Shark ? Oui, je préfère Deep House, bien sûr, mais par contre, ça fait plaisir, quoi, et c'est totalement louable. Il faut le soutenir, le film. Et puis, comme l'a dit Julien, ça fait chier que le film passe à travers les grilles de l'économie, en fait. Il faudrait acheter alors, il ne sort qu'en DVD, il sort pas en Blu-ray, c'est ça ? Du moins en France, ouais. Mais essayez au moins de le louer, etc. Parce que c'est important, je pense, de soutenir un film comme ça. C'est rare. Et monsieur Moïsakis, alors, parce qu'il faut savoir parce que moi, Clément, j'avais une question. Ah, mais attends, tu vas la poser pour finir ta question, Clémence. D'accord. Juste parce qu'il faut savoir pour les auditeurs que depuis qu'on fait des films, depuis 2007, ça fait 5 films qu'on fait, 5 fois que Steph nous dit, bon les gars, je vous kiffe, hein, mais c'est de la merde. Alors, est-ce que c'est ton film préféré ou ça reste quand même le... Bon les gars, je vous kiffe. Comment tu le classerais ? Parce qu'on est parti de 0 avec à l'intérieur, on est monté à 2 avec Livy. Non, mais c'est ce que j'ai... Attends, on est à quoi là ? C'est ce que je vous... Bah... Il est pire que moi, l'enfoiré. Tu pourrais tailler en plus, toi. Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Attends, non. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alex m'a dit, on a une condition. On voulait pas savoir votre avis. Il met des conditions. Conditions, non, podcast, si vous étiez d'accord. Voilà. On veut que ce soit Clémence qui aime le film, et on veut que... Non. La condition, c'était, il fallait pas qu'on vous dise ce qu'on avait pensé du film avant qu'on commence à enregistrer. Donc en fait, c'est vraiment... C'était plutôt balls, quoi. Voilà, sans filet. Mais ça, c'est votre truc, hein. T'aimes bien. Non, mais c'est courageux. Il faut le saluer. C'est vachement bien. Je le salue. Et c'est intéressant. Et je te défonce. Non, mais après, c'est un film. C'est ce que je vous ai dit en fait. C'est-à-dire que, en gros, entre les lignes, en fait, dans les conversations qu'on a eues, moi, j'ai un manquement énorme sur certains trucs du fantastique, sur les règles. J'ai un manquement énorme sur certaines scènes de meurtre où, en toute enfin, si tu veux vraiment savoir, je pense que vous avez. En fait, on ferait des scary movies, il y aura une ou deux scènes qui passeraient ici. Vous feriez vanner un peu là. Non, mais, comme quoi ? Bah, la scène avec le vieux et justement la scène de la maternité, c'est un peu chaud, quoi. Moi je la trouve un peu ridicule la scène, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Alors, attendez, je vais me mettre à côté de Clémence en fait. Voilà. Sors le popcorn. Il y a ça et la scène de de l'exorcisme en fait, où je trouve que en fait c'est la fabrication est en fait c'est un peu étrange en fait, tu vois ce que je veux dire, il y a des moments où tu souris un peu si tu veux, donc mais après c'est encore une fois ça participe du truc que de toute façon vous faites un film fantastique en France qui est déjà extrêmement complexe, tu vois, et avec en fait sans vous casser la nénette, c'est-à-dire qu'on va pas rigoler à, même si ça arrive en fait, Scary Movie quand même. Non mais j'ai dit Scary Movie pour dire voilà en fait il aurait pu dire Scary Movie 5 là où tu fais vraiment. Est-ce que tu t'es fait chier? Non, pas du tout. Ah non mais alors attends parce que c'est déjà bien parce que ça fait 5 films qui se fait chier. Alors c'est un film qui dure 1h25. Par rapport au remake de Candyman, c'est largement mieux. Enfin, je trouve, tu vois. Enfin, c'est largement mieux, c'est à peu près mieux. Non mais bon, vas-y. Non mais en vrai, voilà, je trouve que en fait, il y a un travail qui est soigné, etc. Il y a des manquements de mise en scène pour moi. Il n'y arrive pas à être gentil. Mais à chaque fois, il dit non. Bah, vous me demandez mon avis, d'un seul coup, j'y vais, quoi. Et regarde, Alex et Clément, c'est. Mais qu'est-ce que tu veux que je sais pas. Après, on va se faire gronder par Alain. On est en train de dépasser, exploser le chrono. Et Alain, t'as aimé toi? Et en plus, tu râles parce qu'on est trop long. Toute petite parenthèse, il est sorti sur Shudder, donc aux États-Unis, Canada, Angleterre. Et en fait, on a des retours dithyrambiques. Donc, comme d'habitude, nos films sont vachement plus aimés à l'étranger qu'en France, où on se fait souvent défoncer et bizarrement à l'étranger, on est très très bien vu. Et énormément par un public féminin. Moi, j'ai reçu énormément de messages. Ouais, mec. Les filles adorent le film. Donc, il y a beaucoup d'empathie vis-à-vis de nos personnages. Bon, laissons finir Clément. Je vais conclure. Moi, j'ai bien aimé le film. Je vais pas rentrer en détail dans toutes les questions qu'on a déjà posées, mais j'ai particulièrement apprécié le rythme. Je trouve que c'est un film dans lequel il n'y a pas de gras, et donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il n'y a pas de superflu dans la narration. Et pour ma part, j'ai pense avoir compris à peu près tout ce que vous avez voulu raconter. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment. T'es en train de dire qu'on est un peu con ? Non. C'est possible, c'est possible. Peut-être un peu con. Je ne me permettrai pas, voyons. Je ne me permettrai pas. Clémence, c'est clair. Heureusement, les mecs. Non, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé les personnages féminins bien écrits. Et chaque personnage est montré question, ça. à un moment donné du film
Attends, Elle donne son Fini, avis. laisse-moi parler. Elle a le droit de donner son Chaque avis aussi. personnage est montré. On voit un petit peu de la vie de Bintou, on voit un petit peu de la vie de Monjana, on voit de la vie d'Amélie, évidemment. Et finalement, les personnages masculins, même s'ils se font tous zigouiller les uns après les autres, restent au second plan, en quelque sorte. Et j'ai apprécié ça, parce que effectivement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et la question que je voulais vous poser, tu mentionnais la scène de l'exorcisme, Steph. Est-ce que vous prenez de la drogue ? Parce que franchement, cette scène, ça ressemble vraiment à un bad trip à l'acide. C'est une scène déjà qu'on a tournée en une journée aussi, le micro, mine de rien, Alex. et qui était un vrai bordel. C'était tourné en studio. Et c'était aussi un vrai défi au montage, c'est-à-dire que c'était assez ardu de faire une scène d'exorcisme sans tomber dans juste du face-à-face avec des incantations un peu bon. Et nous, on voulait faire quelque chose de très visuel, avec des jump cuts, des effets de montage, des effets d'image qu'on a fait sur le plateau, etc. Donc c'était... Il y a un côté, effectivement, un peu LSD, tu vois. Mais c'était voulu, vraiment. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Voilà, mais c'était... c'était, tu vois, comme une... Clémence, on sait. Est-ce à dire Et toi, tu prends la drogue, Clémence, ça t'a rappelé des trucs. Non, parce que tout le monde, nous, on est très sage avec Julien. Non, on se drogue pas. Moi, je bois même pas d'alcool, pour te dire. Bon, après, des fois, on fume un petit pétard ou deux, mais ça reste gentil. Mais j'avais pendant le travail. Tu sais que c'est la règle de John Carpenter, ça, qu'on tient... Big John a dit le pétard, oui, mais au wrap, c'est-à-dire à la fin de journée. Quand c'est wrappé, on peut fumer. On fume pas. Parce qu'on en connaît, nous, des réals qui travaillent en fumant. Hein. Mais on en connaît plein. Hein. Balance des noms. Non, mais c'était. Ah, ils se reconnaîtront. Non, parce que Carpenter, il a d'autres règles. Hein. C'était l'idée. C'est ça. C'était qu'il fallait. Enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était justement une perte des perceptions et en fait qu'elles soient totalement désorientées. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait travailler avec des jump cuts, avec. Tu vois, on voulait chacune montrer... a son propre bad trip. Exactement. Voilà. Et en fait, et du coup, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'elles ont vraiment. On revient à ce que disait Julien tout à l'heure. Mais là, pour le coup, elles ont vraiment chacune leur petite souffrance. Une par le froid, une par le chaud, et l'autre qui... Par le tiède. Bon bref, je crois qu'il est temps de finir. Non, mais le mec, il fait sa propre parodie de Scary Movie dans le podcast. J'espère que ça vous a donné envie de voir le film quand même. Eh bien écoutez, Candy Chat de Julien Maury et Alexandre Bussillot, vous pouvez le voir sur toutes les plateformes de VOD dès à présent, et il sera aussi dispo en DVD le 3 novembre. Et en coffret avec Scary Movie 1, 2, 3, 4, 5. On ne se quitte pas tout de suite, on va d'abord passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du dernier James Bond, Mourir peut attendre, et l'équipe a livré sa critique, qui n'était pas si négative que ça. Mitch négative. Mitch positive. Allez. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoute, je l'ai pas encore vu. Salut l'équipe, salut les auditrices et les auditeurs, c'est Alain à la technique. Alors moi j'ai vu James Bond hier, honnêtement c'est un film d'action qui se tient, il y a un bon cinéaste à la barre, ça se regarde en salle, il y a une histoire, mais ce n'est plus un James Bond dont au bout de 5 films on a réussi à complètement vider la franchise et ça m'emmerde un peu. Donc moi en fait j'ai beau me faire spoiler par l'équipe pendant l'enregistrement, je vais pas voir un James Bond pour ses twists et son final. Personnellement c'est pas ce qui m'attire. Pour moi James Bond c'est avant tout un personnage fun, cabot, excentrique, mais c'est pas un homme ordinaire, c'est pas François Hollande quoi. Moi aujourd'hui James Bond il me fait penser à ce vieux pote que t'as pas revu depuis 10 ans et que quand tu le retrouves on se marre plus. Salut l'équipe de Capture, bravo et merci pour tout le travail que vous faites. Je suis vos épisodes avec énormément d'intérêt et de passion. J'ai écouté votre dernier épisode sur le nouveau James Bond et je dois dire être assez déçu de vous voir tourner systématiquement les films d'actualité vers des aspects négatifs. Et même quand vous essayez d'en dire du bien et de commencer de manière positive,
vous arrivez tout de même sur un épisode de près de 3/4 d'heure à lui consacrer 40 minutes de réserve et d'aspects négatifs. Eh bien, Mourir peut attendre, c'est quand même pas terrible, quoi. Pour un dernier baroud d'honneur avec Daniel Craig, ça la fout un peu mal, je trouve. La première heure, elle est franchement excellente, c'est dommage. Il y a des petites variations sympas, et puis après, passer la mort d'un perso important, le film a plus rien à raconter, en fait. Ça veut faire du mystère, super mystérieux, sur l'arme du méchant, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est grave, on peut pas le dire. Alors qu'en fait, c'est tout con, quoi. C'est un truc qu'on a vu 3000 fois, dans 3000 films avant, ou même dans des James Bond. Où sont les scènes d'action qui pètent, avec les cascades qui tuent, les cascadeurs qui se pètent la gueule en plan large, où on dit ah ouais c'est cool, mais non, il y a rien, quoi. La scène d'action en Norvège est naze, le climax est naze, donc bon, vivement le reboot et qu'il nous fasse un truc fun, quoi. Merde. Alors pour une fois, je suis vraiment pas d'accord avec vous, et je trouve que si on estime que le dernier vrai James Bond c'est au service secret de Sa Majesté, c'est on n'est pas dans une position vraiment le public visé pour aller apprécier un nouveau film. Les films Daniel Craig, pour moi, ils ont réussi, à part Quantum of Solace, à être leur propre film, tout en parfois dialoguant avec les autres films. Et donc, si on est fan de la série, on apprécie le dialogue qu'il y a avec pour commenter sur les changements à travers Bond. Donc, je trouve que c'est réussi. Ça vaut le coup de le voir. J'ai passé un bon moment. Parfois, il faut juste se laisser emporter par les films et pas trop réfléchir. Moi, je me déplace avant tout pour voir des scènes d'action complètement délirantes, hein, c'est-à-dire cette 2 chevaux coupés en 2 dans un Roger Moore, ou cet hélico qui traverse un marché à Hanoï, la poursuite en char dans Saint-Pétersbourg. Enfin voilà, c'est des trucs complètement déments qui n'existent qu'au cinéma. Mais James Bond au cinéma, c'est juste un pur fantasme de spectacle, quoi. Aujourd'hui, on a juste un film d'action comme les autres, très bien fait, voilà, mais on n'a pas d'excentricité, on n'a pas de folie, quoi. Je suis assez soulagé que ce soit le dernier film de la période Craig, car Casino Royale était réellement le film qui m'a fait rompre avec la saga. Déjà à l'époque, j'étais pas convaincu par Daniel Craig dans le rôle, beaucoup trop froid, monolithique, brut de décoffrage. En plus, le personnage était moins un enquêteur et plus un gorille porte-flingue qui était envoyé pour accomplir des sales besognes. Ce qui est paradoxal avec les autres aspects de ces James Bond modernes que vous avez évoqués, le fait que ce soit un quarantenaire un peu paumé qui se fait engueuler par M, qui est en fait sa mère, ce qui a été maintes fois parodié dans la série animée Hatcher. Moi, dans James Bond, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours trouvé que c'était des réponses au Batman de Nolan, les James Bond avec Daniel Craig, et pour le coup, finir le James Bond en tuant James Bond, je trouve que c'est très osé de la part d'un studio, chose que The Dark Knight Rises assumait beaucoup moins. Et je trouve que du coup ça en fait la force du dernier opus avec Daniel Craig. Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce dernier James Bond. Alors j'ai trouvé que le méchant interprété par Rami Malek était complètement sous-exploité et n'apportait strictement rien au film. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cœur dans ce film. J'ai trouvé que c'était très généreux en action. Et la fin, pour moi, est complètement satisfaisante et dans la lignée de ce qu'est la nouvelle saga James Bond depuis Casino Royale, ou Couscous Royale. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite, même si c'est pas le meilleur des Daniel Craig. Ben, c'est Fred de Montréal. Comme le film est sorti vendredi soir, je suis allé le voir hier soir en famille. Eh bien, je me suis bien emmerdé. 2h40, très très longue. Une réalisation à plat, par 2-3 scènes d'action intéressantes. Aucune émotion, aucune manière d'amener le scénario. Quand même, à la fin, James Bond qui meurt avec le doudou de sa fille dans les mains. Enfin, je veux dire, il y avait de quoi faire pleurer dans les chaumières. Eh bien, rien, pas un frisson, rien du tout, très déçu. Voilà. Et puis, je vous embrasse tous et à très bientôt et encore merci. Avant de se quitter, une dernière information qui intéressera sans doute nos auditrices et nos auditeurs d'Île-de-France. Le 30 octobre prochain, réservez votre soirée. Vous avez une soirée Capture Mag qui vous attend au Club de l'Étoile avec la projection d'Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous retrouvez toutes les informations sur Facebook. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci.
Stéphane, Clémence. Julien, merci de Clémence. m'avoir accompagné pour cet Ouais, épisode. désolé. Merci Clémence. Oh non, moi je suis pas désolé. Je vais laisser un message sur le répondeur pour la prochaine fois. Et puis merci bien sûr à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou encore vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut! Restez pas là, y'a rien à